Mes parents, tu vois, ils travaillent à la SNCF et quand je les accompagnais, quand j'étais petit au travail, je savais que c'était impossible que je fasse le même travail qu'eux, que je sois dans ce même environnement, c'était impossible. Moi, ça passait pas, ça me mettait une oppression, tu vois, rien que d'y penser. Ça a été dur, j'ai pris une balle, mais instantanément, je me suis dit, la dépression, je sais que c'est un état dans lequel on va se mettre, ou dans lequel on va accepter de se mettre. Je me suis dit, je m'autorise à ressentir mes émotions, à être triste, à pas être bien, mais je me suis dit dès le lendemain, comment je fais pour rebondir et pour faire de cette épreuve une force et le voir de manière positive. Dans l'entrepreneuriat, on a tous fait cette erreur-là, lancer, de vouloir dépasser ses limites, se lever à 5 heures du matin, faire 15 bains froids. C'est une to-do list de 20 routines dans la journée. En fait, on sort jamais de notre zone de confort, on l'élargit. Et donc savoir est-ce que voilà ce que je fais, juste ça me fait sortir de ma zone de confort et c'est pour ça que c'est désagréable. Mais en vrai, au final, ça me parle et c'est hyper bénéfique pour moi. Ou est-ce que finalement, bah ouais, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, j'ai appris et finalement c'est pas très bénéfique. Et ça, il y a que en te connectant au corps que tu vas pouvoir le savoir en fait. Nathan, si on devait résumer ton parcours en un mot, inattendu serait probablement bien choisi. Hem, D'abord lancé sur le chemin tracé, vers un chemin tracé vers le basket professionnel. Il y a un élément qui t'a lâché sur le chemin, c'est ton corps. Mhm. Rupture des ligaments croisés, douleurs physiques, puis après aussi des douleurs personnelles sur lesquelles on pourra évidemment, revenir. Et puis un déclic, une remise en question qui a lieu, et une quête de sens qui commence. Et si on regarde l'image publique que tu dégages et même la mission de ton entreprise, de ton activité, c'est cette quête d'équilibre, de profondeur, de cohérence qui se remarque. Et évidemment, on va aborder ce sujet majeur, mais j'aimerais, pour introduire nos échanges, creuser plus loin encore et peut-être remonter aux origines. Et Ok. donc, ma première question pour toi, elle est la suivante. Si tu devais faire un lien entre ce que tu fais aujourd'hui, ton message, et tes convictions profondes avec, le jeune Nathan qui rêvait de basket et de réussite, étant enfant de réussite pardon, étant enfant, ou adolescent, lequel trouverais-tu? En d'autres termes, quelle conviction, croyance ou trait de personnalité t'a perpétuellement guidé et mené au Nathan que j'ai en face de moi aujourd'hui? Ok, j'adore ta question, c'est super intéressant. Et en vrai, je dirais que la conviction première, même si je devais la résumer aussi en un mot, ce serait réellement, cette quête, d'alignement où j'ai toujours senti, tu vois, comment dire? Ce besoin de, bon, bien faire les choses, ça c'est dans ma personnalité, mais surtout d'être aligné dans ce que je fais, que ça me parle et de ne pas faire ce qui ne me parle pas. Tu vois, par Mmh. exemple, après on pourra sûrement creuser, mais je sais que mes parents, tu vois, ils travaillent à la SNCF et quand je les accompagnais, du coup, quand j'étais petit au travail, je savais que c'était impossible que je fasse le même travail qu'eux, que je sois dans ce même environnement, c'était impossible. Genre je sentais que, ouah, ça passait pas, ça me mettait une oppression, tu vois, rien que d'y penser. OK. Et du coup, toujours chercher à faire vraiment juste ce que j'aime, ce qui me parle et peu importe ce que les gens finalement quelque part disent et cetera, vraiment chercher à m'écouter, au maximum et à trouver ma propre vérité et aller vers à fond. OK. Et ce sentiment-là que tu parles notamment de ce que tu as vécu avec tes parents, hem, étant déjà enfant, ce sentiment-là de besoin d'alignement et justement de peur, j'imagine que si je comprends bien, c'est un peu ça, c'est cette peur de tomber dans une routine qui te plaît pas et dans un travail, une vie qui te correspond pas. Mmh. Hem, Comment est-ce que ça t'a guidé dans un premier temps déjà vers le basket? Pourquoi est-ce que tu t'es d'abord dirigé vers ça, plutôt que justement, tout de suite à ce que tu fais aujourd'hui, dont on parlera après? Hem, c'est quoi l'origine de cette volonté de faire du basket? Est-ce que c'est juste une question de passion ou est-ce que tu as cherché quelque chose de plus derrière? OK, c'est une super bonne question. Si je dois remonter à l'origine, donc qu'est-ce qui m'a poussé à faire du basket? Alors c'est très, très simple et en vrai c'est un peu drôle. C'est que mon père, il était, handballeur du coup professionnel, enfin semi-pro, il a joué jusqu'en national 1 et du coup il m'a toujours transmis ces valeurs de sport et cetera, que c'est important et c'est tout aussi important de faire du sport que faire des études à côté. Tu OK, vois? Alors que ma mère était plus, voilà, études et cetera et moins sportive. Donc c'est plus mon père qui m'a inculqué ces valeurs-là, dont le mental, la résilience et cetera. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, du coup, j'ai commencé les sports, genre le judo, j'ai fait aussi un peu du hip-hop et j'ai fait du tennis. Et le OK, tennis, tu vois, c'est un sport, solitaire et du coup, bah, le jour où j'ai eu même des amis de mon école qui venaient en faire avec moi, moi, j'étais un peu un clown, tu vois? J'aimais bien faire un peu rire à la galerie aussi pour me sentir, enfin, pour être vu, pour être quelque part aussi aimé. Il y avait aussi cette recherche-là, tu vois? Et un jour, je fais un tournoi,
je suis contre un plus jeune que moi et j'étais déjà petit, hein, quand je faisais du tennis, hein. J'étais pas grand, j'étais en primaire. Hem, j On fait un tournoi, un petit qui a 2 ans de moins que moi, il me met des aces, je crois que ça s'appelle comme ça, tu sais, quand il fait le service et je pouvais même pas taper la balle parce que ça me faisait mal au poignet carrément tellement il était fort et mon père, ce qu'il m'a dit à la suite du tournoi, vu que j'ai vite été éliminé, il m'a dit: «Nathan, le tennis, ce n'est pas fait pour toi. Laisse tomber les sports genre solo, va faire un sport collectif» et le premier sport qui m'est venu, collectif, ça a pas été celui de mon père, du coup, le hand, mais je sais pas pourquoi, ça a été directement le basket. Genre quand il m'a dit ça a été basket et du coup, je lui ai dit directement: «Bah, en vrai, j'ai envie de faire du basket» et c'est parti de là, en fait. C'est parti du fait que mon père D'accord. me dise: «Ouais, Nathan, c'est pas vraiment fait pour toi. Fais un sport collectif où il y a des gens avec toi et cetera, il y a une équipe, vous fédérez et tout» et boum, ça m'a poussé vers ça et c'est ça qui a fait qu'après je me suis lancé là-dedans et après il y a eu tout ce truc de, bah, ça m'a fait kiffer, ça m'a fait vibrer et derrière, j'ai senti que, bah, en fait, je voulais, bah, vivre de quelque chose que j'aimais et vu que c'était la chose que j'aimais le plus enfin, à ce moment-là, le plus et je me connaissais pas aussi entièrement au fond de moi, bah, j'étais en mode, bah, juste, je veux devenir basketteur professionnel, en fait et c'est là où allait ma voie et je sais qu'elle est pas dans le fait d'avoir un travail donc je visais la NBA ou la Pro A et cetera pour pouvoir vivre de quelque chose que j'aime et qui me fait vibrer. Donc je pense que quelque part, j'ai dû suivre un petit peu les traces de mon père. En tout cas, j'ai compris pas mal de choses ces dernières, années-là qui m'ont fait dire que c'est quelque part aussi ce que j'ai fait, ce que j'ai suivi. C'est hyper intéressant. Il y a 2 choses qui me font rebondir dans ce que tu viens de nous dire. La première, c'est, je tu quel âge quand justement tu arrêté le tennis et tu t'es mis au basket? Je crois que j'avais 7 ans parce que j'ai commencé le basket à 8 ans. OK. Hem, comment est-ce qu'un enfant de 7 ans, comment est-ce qu'un Nathan de 7 ans, il prend la phrase de son père de: «Ça, c'est pas fait pour toi»? Est-ce que c'est dur à entendre? Parce qu'en fait, ce qui me frappe, c'est le rebond, derrière cette phrase qui est: «OK, bah, tu sais quoi? Je vais faire du basket». Il y a beaucoup d'enfants qui auraient, potentiellement pris avec ego cette phrase, se seraient dit: Ouais, «Bah, ça me fait juste mal, du coup, j'arrête le sport». Comment est-ce que Nathan, il a réagi? Est-ce que, il y a eu un chemin? Est-ce que directement, tu t'es dit instinctivement: «OK, bah, j'abandonne, je change»? Comment est-ce que ça ouais. s'est passé mentalement pour toi? Est-ce que ça a été, directement, un changement? En fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ce switch-là mental de je passe d'un sport à l'autre, il a été fait naturellement très rapidement? Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu une Ouais. phase de j'encaisse dans mon ego et après je passe à autre chose? Ta question, elle est super, elle est incroyable. Dis-toi que je me la suis même jamais posée. Elle est dingue. Mais bah, du coup, c'est drôle, mais en fait, non, genre, ça a été full aligné à moi et j'ai l'impression qu'au contraire, quand mon père, il m'a dit ça, juste ça a résonné, en fait, avec la réalité des choses. Alors avec le fait que le tennis, j'en faisais, voilà, en vrai, plus pour m'amuser finalement et m'éclater avec mes potes et faire un peu n'importe quoi, que Mmh, vraiment, du coup, avoir, quelque chose de sérieux, de pro et avoir un avenir là-dedans, quelque chose comme ça, tu vois? Et donc mmh, non, quand mon père il m'a dit ça, en fait, j'étais en mode: «Bon, bah, ouais, en vrai, je suis vrai, en plus, je viens de me faire éclater en tournoi, donc voilà, je sais que moi, je m'en fous un peu», tu vois? Et vu que quelque part, je pense, je voulais aussi rendre fier mon père, parce que mon père, c'est beaucoup, tu sais, esprit méritocratie, donc tu dois travailler dur, c'est beaucoup la mentale des Rubini, tu vois? Le fait de mmh. travailler dur pour mériter d'eux, donc pas mal de choses que j'ai aussi inculquées dans le business et qui m'ont porté défaut, tu vois? Genre, dans les problèmes après de santé dont on parlera sûrement. Mais non, donc je dirais que j'ai réussi à mettre mon ego de côté. Même à ce moment-là, je pense que je l'ai même pas enfin, ça a même pas été conscientisé, ça a été juste pour moi logique et mon cœur, en fait, m'a appelé directement à aller vers cette direction. Je peux même pas dire comment ça s'est fait. Je pense que, ouais, juste j'ai accepté un instant et j'étais en mode: «Bah, ouais, en vrai, le basket, ouais, moi, je pense que je kifferais plus» et je me vois plus, voilà, faire un truc dans le basket et après naturellement, tout s'est décanté. OK. Je te pose cette question parce que je rebondirai après sur un deuxième élément qui m'a également parlé dans cette histoire. Je te pose cette question parce que on aurait pensé que dans l'éducation d'un enfant ou dans ce qu'il vit au quotidien ou à 7 ans, quand il commence le sport, on aurait pensé qu'un parent, son objectif, c'est d'être rassurant, c'est de pas le dégoûter du sport et cetera et Ouais, beaucoup auraient dit: «Mais c'est terrible de faire ça, l'enfant il peut arrêter» et cetera et finalement, c'est une vérité brutale qui collait avec le réel. Hem, c'est quoi ton avis justement, pas forcément que chez un enfant, mais même chez les gens, parce que tu as des gens qui sont des grands enfants toute leur vie et qui vivent dans des mensonges ou qui vivent dans un truc qui est en fait pas fait pour eux, mais ils se le cachent. ouais. Qu'est-ce que tu penses de justement avoir cette, que ce soit un proche ou que ce soit, un coach ou que ce soit n'importe qui t'affirme une vérité brutale? Qu'est-ce que tu penses de ça justement? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que justement au contraire c'est parfois trop difficile à entendre, et que ça peut Mmh. détruire des gens? Est-ce qu'il y a un entre 2? C'est quoi ton avis là-dessus? Alors c'est une super question. Je pense que j'aurais du mal à me positionner et dire c'est noir ou blanc. Mmh Je mh. dirais que c'est parce qu'en fait, c'est multifactoriel. Ça veut dire que
à la fois, ça aurait pu être un transfert de mon père, Mmh, genre de croyances qu'il a et il me fait un transfert et moi je me les approprie alors que c'est même pas les miennes et j'y crois. Comme par mmh, exemple avec mon entrepreneuriat où ma mère quand je me suis lancé, elle m'a dit: «Mais Nathan, jamais tu feras 10 000 € par mois rapidement, enfin carrément si dans 5 ans tu y arrives, je t'achète une voiture», tu vois? Carrément, il y a un pari qui s'est mis sur la table et tout avec ma mère, tu vois? Comme ça, laisse tomber et au final, c'est arrivé en moins d'un an. Donc après, j'ai dit: «Bah maman, elle est où la voiture?» Tu vois? On en rigolait. Mais donc ça peut être à la fois en fait, c'est ça, je pense que c'est plus à prendre avec des baguettes. Essayer de comprendre et mettre de la distance, donc quand tu es enfant, c'est là où ça peut être plus dur. Au contraire, là, ça peut implémenter des croyances. Mais je pense que c'est plus l'intention avec laquelle ça a été dit et ça a été fait. Vu que je sais que mon père, il mmh, voulait mon bien, et il voulait surtout, bah, que quelque part je le rende fier et que, bah, je fasse quelque chose vraiment où je me donne à fond et j'y vais, en fait, et je suis quand même sérieux et je kiffe vraiment. Bah, genre, je sais que c'était en tout cas, ce qu'il m'a dit, ça a été avec de l'amour qu'il me l'a dit, ça a pas été pour me mmh. descendre et je pense que c'est surtout l'intention qui a fait que, bah, derrière, je l'ai pas pris pour moi et j'étais ouvert à accueillir et après aller vers quelque chose qui me parlait plus parce que, finalement, ouais, genre, je sentais que même moi, finalement, le tennis, tu vois, par exemple, ça me saoulait donc je dirais que tout dépend de l'intention avec laquelle c'est fait. Il y a pas de bien ou pas bien, juste Mmh. tout dépend de l'intention avec laquelle tu vas le dire et est-ce que tu fais un transfert de tes propres croyances sur ton enfant ou pas? Tu vois, il y a du C'est hyper détail, quoi. intéressant. Il y a 2 mots que tu sors depuis, le début, de notre podcast que tu as répété 2 fois chacun, c'est OK. vibrer et intention Ouais. et du coup, je vais rebondir dessus. En général, quand on répète, des mots plusieurs fois, c'est qu'on on leur donne non seulement une grande importance, mais un beaucoup de sens. Mmh. Hem, Pourquoi est-ce que ces 2 mots-là, ces 2 concepts-là, ces 2 idées-là, elles sont importantes pour toi? Pourquoi est-ce que c'est important de faire quelque chose qui te fait vibrer, que ce soit le basket avant ou aujourd'hui ce que tu fais, on en parlera, Mmh. ou l'intention avec laquelle tu fais les choses et tu dis les choses? Pourquoi est-ce que ces 2 mots-là, ils sont importants? C'est quoi le sens qu'ils ont pour toi? Alors c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a le côté un peu spirituel que j'ai développé ces dernières années à un autre niveau qui me fait employer pas mal de termes et vu que mon avatar aussi dans le business, il emploie ces termes-là, tu sais, naturellement aussi, je vais m'adapter aussi à ce langage-là. Mmh. Mais, bah, vibrer, c'est parce que j'estime que en fait, il y a aucune vérité qui est vraie dans la vie, réellement, entre parenthèses, sauf après il y a les lois de l'univers et cetera, mais il y a aucune vérité vraiment réelle qui est vraie. Par exemple, travailler dur pour réussir, non, c'est faux. Hem Et c'est qu'une question à chaque fois de est-ce que ça résonne avec toi ou pas? Et en fait, c'est tout le temps, bah, en fait, se connecter au corps et arrêter de se connecter à la tête. J'étais quelqu'un, moi, qui me connectait beaucoup à la tête et qui essayait tout le temps de chercher un peu, tu vois, ce qui est le mieux à faire, quelle est la meilleure stratégie, quel est le meilleur truc. Tout le temps à chercher le comment faire et le mieux faire et même dans le basket, c'est quelque chose qui m'a pas mal pourri, tu vois, cette quête de perfection et du coup, aujourd'hui, je pense que j'emploie naturellement et même de manière inconsciente ce mot «vibrer» parce que, bah, c'est quelque part, voilà, en fait, se reconnecter au corps et arrêter d'être dans la tête et chercher la vérité, qui te correspond à l'extérieur, donc avec les trucs et les dires extérieurs, mais plus te connecter à ton corps et est-ce qu'en fait, finalement, quand la personne te dit ça, ah, ça vibre, ça te parle? Ou alors est-ce que ça vibre pas, ça te parle pas, donc tu as pas envie d'accueillir? Et en fait, arrêter de vouloir, ouais, chercher à l'extérieur ce que tu peux trouver à l'intérieur parce qu'en vrai, bah, que ce soit ta vérité ou ton alignement personnel, ça se trouve à l'intérieur et je dirais que intention, ce deuxième mot, ça va avec le côté vibration où quand les personnes vont dire des choses ou même toi quand tu vas dire des choses, c'est toujours hyper important de savoir avec quelle intention tu vas le faire et avec quelle intention les personnes vont le faire aussi. Parce qu'il y a des personnes, tu vois, qui vont des fois te dire des choses, c'est dans un but de te descendre et en fait, si tu prends la chose pour toi comme une vérité, non, faut être en mesure de savoir, OK, est-ce que la personne l'a fait avec de l'amour, en fait, c'est avec amour qu'elle me le dit et juste ça me pique parce que, bah, ça relève peut-être des peurs en moi ou des petits blocages ou des choses comme ça? Ou est-ce que vraiment, bah, en fait, juste, ça a été fait avec la mauvaise intention et finalement, c'est peut-être une personne, je sais pas, tu sais, c'est comme la jalousie. La Mmh. personne juste projette ses insécurités et cetera. Donc, je dirais que c'est beaucoup de la connexion au corps, là, en vrai. Quand tu me dis, vibration et intention, c'est vrai que ça revient beaucoup. Je pense que c'est beaucoup connexion au corps et savoir ce qui est bon ou pas, mais à travers toi, réellement. C'est top ce que tu me racontes parce que pour le coup, il y a un vrai lien. Enfin, ça me finalement, tu disais, je le dis de manière inconsciente, je pense qu'au contraire, tu le dis de manière très consciente dans le sens où, cet inconscient-là, tu l'as conscientisé. Je dis beaucoup le mot conscient, mais je Ouais, m'entends par là. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie intégrante de ton message, ça fait partie intégrante de ce que tu as ouais, compris de ton avatar et ce qu'il recherche et ça fait probablement aussi
partie intégrante de ton offre dont on va parler juste après. J'aimerais juste te donner une phrase de Carl Jung que tu connais peut-être, qui dit j'aimerais te faire rebondir dessus: «Tant que vous ne rendrez pas le pas conscient l'inconscient, pardon, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Ah, j'ai déjà entendu. Attends, je veux bien que tu me la répètes pour encore mieux l'intégrer. Tant que vous ne rendez pas conscient l'inconscient, il Ouais, dirigera votre vie et ouais, vous appellerez cela le destin». ouais, de fou. Ça me parle, de ouf et je peux développer, hein, si tu veux, Bah, en sur vrai, ça. ce que j'aimerais te ce sur quoi j'aimerais te poser, une question, c'est, justement cette capacité-là à rendre conscience que tu avais à l'intérieur, qui était, une forme d'inconscient que tu avais pas forcément identifié. Hem, à quel moment ça t'est venu? Est-ce que ça t'est venu justement au basket où tu t'es rendu compte que ça plombait, cette volonté d'être perfectionniste au lieu de t'écouter toi? À quel moment il y a eu un espèce de déclic où tu t'es dit: «Mais en fait, au lieu de chercher perpétuellement à être très cérébral et penser très, terre à terre, très logique, au lieu de m'écouter moi», à quel moment il y a eu cette bascule-là d'un schéma de pensée à un autre? OK, c'est une super question et je pense qu'il y a eu 2 moments phares dans ma vie où ça arrivait. Il y a premièrement le moment où je voulais devenir pro dans le basket et c'était acté dans ma tête. Ça arrivait assez vite parce qu'en plus je suis quelqu'un qui apprend rapidement et cetera. Donc même le basket quand j'ai commencé, vu que je suis quelqu'un qui apprend très rapidement et j'intègre vite, bah, j'étais rapidement même dans les meilleurs de mon club quand j'ai commencé. Et j'ai pas de mal à travailler et tout et du coup, je cherchais à, tu sais, le mieux à travers des vidéos YouTube et cetera. Donc j'ai regardé des vidéos YouTube sur, tu sais, David Goggins ou des vidéos, tu sais, YouTube un peu motivationnelles. Tu sais, les vidéos que tu vas Mmh, regarder genre à 23h quand tu es plus motivé et que tu vas regarder pour être motivé et tout, boosté et ben, je regardais beaucoup ça, tu sais, genre les chaînes comme Motivaction et cetera et il y a quelqu'un qui avait parlé dans une de ses vidéos parce que du coup, moi, j'avais du mal, en fait, à tenir mes habitudes. Faut savoir que moi, j'ai du mal de base à être discipliné, mais pareil, faut redéfinir cette définition-là pour moi, tu vois? Mais, mais j'avais du mal à tenir mes habitudes et j'essayais de comprendre le pourquoi j'avais du mal. En fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi mmh, et le jour où je suis tombé sur une vidéo qui parlait de ça et ben, en fait, j'ai déjà capté un peu tout, on va dire, à un 1 niveau de conscience. C'est-à-dire que j'ai compris que les habitudes et cetera, tout se crée à partir de en fait, ce que tu imbriquais dans ton subconscient. Donc dans tous tes en fait, tous tes schémas de pensée, en fait, tous les quotidiens, donc tu vois, toutes les affirmations que tu vas avoir ou les fois où tu vas un peu, te descendre, bah, tout ça, ça te crée un peu des croyances, enfin et des croyances, dans ton subconscient qui vont derrière régir ta vie, tu vois? On dit que souvent, bah, notre, vie est régie par 95 d'inconscient et 5 de conscient, tu vois? mmh, Et je dirais que pour répondre à ta question, il y a eu ce premier pas-là quand je me suis vraiment penché vraiment sur, le dev perso et cetera, pour moi devenir meilleur et donc j'ai commencé à conscientiser pas mal de choses, mais c'était un premier niveau, hein, c'était pas au niveau d'aujourd'hui et il y a la deuxième étape où c'est arrivé je pense qu'il y a eu 3 étapes, en fait, genre avec 3 niveaux différents et à chaque fois avec des crevasses entre les niveaux. Il y a la deuxième fois où c'était, bah, ma première relation, quand j'ai vécu une tromperie et que je l'ai pris pour moi sur le fait de pas être assez. J'ai encore plus travaillé, je me suis encore plus renseigné, j'ai acheté des livres et il y a eu plein de trucs qui sont passés et il y a eu, le troisième moment, c'est quand j'ai rencontré il y a 1 an et demi, l'hypnothérapeute, un hypnothérapeute avec qui je bosse aujourd'hui, enfin qui est un de mes clients aussi, qui s'appelle Dylan, qui lui, bah, a toujours toute sa vie cherché à se comprendre et cetera et enfin on s'est rencontrés il y a 1 an et demi et lui, il m'a fait comprendre des trucs de fou et mettre encore plus de conscience sur l'inconscient, toutes mes croyances aussi qui m'appartiennent pas et plein d'autres choses, mais à un autre niveau. Donc je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de conscience qui sont établis au fur et à mesure des années et aujourd'hui, j'ai un niveau de conscience sur pas mal de choses. Il y a tout on peut toujours l'améliorer, mais qui est où c'est pas mal, c'est beaucoup plus élevé que ouais, il y a 2-3 ans de ça, clairement. tu parlais de cette quête justement de la conscience de soi, c'est un peu ça, tu vois? De la conscience de son subconscient et cetera Mmh. et ce que tu me décris est hyper pertinent. J'ai fait un podcast qui sortira avant celui-ci, donc il est déjà présent sur la chaîne. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver sur YouTube et Spotify, hem, qui était avec Louis de Maximus. Je sais pas si tu connais Louis Frambeau? Je Heu, consomme beaucoup peut-être visuel. que tu connais? Ouais. Et podcast très intéressant, on a parlé beaucoup de philosophie, de quête de sens et cetera et ce que je trouvais pertinent, c'est qu'on a eu un moment de débat, sur
cette quête de sens et cette quête de conscience de soi et tu me parlais notamment du niveau auquel tu es actuellement. Et justement, le débat était sur, l'aspect continu de cette quête, justement du subconscient, c'est-à-dire qu'on n'a jamais tout compris et je pense Mmh. que c'est super important pour, ajouter de la nuance parce que j'aime beaucoup faire ça. À Ouais, ton propos, ce qui est hyper intéressant et pertinent, c'est que ce qu'on voit, c'est que un, tu l'as fait par étapes, c'est-à-dire que c'était pas linéaire, c'est pas, un chemin où, ça y est, je suis sur la quête, du coup, ça avance comme ça et c'est génial. Bien au contraire, c'est, je pense, d'après ce que tu me dis, c'est beaucoup de remise en question, beaucoup de, «je ne sais plus» alors que tu pensais savoir et on en revient à une courbe, probablement que tu connais, qui est la courbe de Dunning-Kruger où en fait, tu penses tout savoir, tu es, très optimiste sur ton savoir, puis en fait, tu te rends compte que tu sais rien, tu descends tout en bas et tu remontes après avec, mmh, beaucoup plus mmh d'humilité et je pense que ce chemin-là que tu me décris, c'est en fait, cette courbe-là que tu fais perpétuellement et ce qui est hyper, intéressant et je serais, hyper intéressé à l'idée d'avoir ton avis là-dessus, c'est que même aujourd'hui, même avec, et on en parlera notamment une activité, qui aide justement les gens à trouver plus de sens. Toi-même aussi, tu es dans cette quête-là, d'encore plus de connaissances sur ton subconscient, sur, des connaissances qui te permettent de découvrir ça. Ce qui te permet, j'imagine aussi, d'améliorer ce que tu fais, ton activité, ton niveau d'expertise. mh. Hem, c'est quoi ton avis justement sur cette évolution? Comment est-ce que tu penses au quotidien pour te dire que justement enfin, tu t'évites d'être trop optimiste sur ton niveau de connaissance et de conscience, et Mmh. rester justement assez humble sur, là où tu en es aujourd'hui? OK, c'est une super question. Je dirais que j'ai cette forte croyance du coup où c'est possible que des fois j'étais dans l'ego, Mmh. surtout étant plus jeune, dans le fait de, un peu être en mode: «Ah bah, c'est bon, je sais», mais pour quelque part me protéger du fait que en fait non, je ne sais pas et en fait je vais désapprendre pas mal de trucs, ça va me faire tomber bien bas, mais pour après remonter et aller plus haut, tu vois? Mmh. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment conscientisé que je suis un éternel enfant et je peux apprendre de n'importe qui, tu vois? C'est-à-dire que même un petit qui va me parler, des fois, il va peut-être même me dire une phrase qui va me Ouais. qui va me faire comprendre des choses à un autre, niveau de conscience, mais il a même pas fait exprès, tu vois? Mais ça va me faire capter des choses et on va dire que j'ai pris beaucoup de recul sur le fait de savoir. C'est-à-dire que même mes coachés, quand tu vois, ils sont en mode: «Ah ouais, je sais», je leur dis: «Non, tu me dis pas: "Je sais"». T'enlèves ça, parce que si tu dis: «Je sais», ton inconscient, il prend même pas l'information que je viens de te donner, tu vas même pas prendre le temps de l'intégrer. C'est genre ça vient dans ton oreille, ça repart dans l'autre instantanément, tu vois? Mmh. Donc pas dire: «Je sais», dire plutôt: «Ah OK, je comprends mieux» ou ou «J'intègre», tu vois? Plus des mots comme ça pour vraiment, bah, l'intégrer dans le corps, vraiment, bah, tu vois, ce que tu vas partager et cetera et je dirais que c'est ouais, plus cette philosophie de: «Je suis un éternel enfant» et je sais plus si c'est une phrase de Carl Jung ou c'est quelqu'un d'autre, mais je crois que c'est Carl Jung. Je sais plus c'est quoi la phrase exactement, mais c'est une phrase qui dit que, en gros, du moment où tu penses, savoir, c'est à ce moment-là que le savoir a été retiré. Mmh. Tu vois? Et donc moi, je fonctionne beaucoup avec cette philosophie où j'essaie de me dire qu'en vrai, je ne sais pas tout Mmh. et que j'ai toujours à apprendre et il y a toujours mieux, de toute façon et que, ouais, en fait, toute notre vie, on continue d'apprendre et on pourra jamais finir le jeu, en fait, parce que le jeu n'a pas de fin, tu vois? C'est hyper vrai et il y a un autre, enfin, c'est hyper vrai, selon ce qu'on est en train de se dire, mais Oui. justement, à propos du terme vérité, c'est un peu de ça dont je voulais parler. Ouais. Tu parlais d'un autre élément, tu disais qu'effectivement la vérité, elle dépendait de, ce qu'on a à l'intérieur de son subconscient. Hem, dans d'autres podcasts et même moi personnellement, l'avis que j'avais là-dessus et je suis, évidemment intéressé à l'idée d'avoir le tien, c'est que c'est pas une question de l'intérieur, c'est une question de perception, de point de vue et le point de vue, il évolue, non seulement en fonction de ce que tu as déjà vécu, donc de ce qui t'a construit, des premières années de ta vie où ça a programmé ton cerveau, majoritairement, de toutes les expériences, traumas, Mmh, les livres que tu as lus et les livres que tu as pas lus. mmh, Hem, donc ton passé, ton présent actuel, donc bah, là où tu en es, ta perception de la réalité actuelle, mmh, ton paradigme et puis l'évolution de la vie, c'est-à-dire que tu as évidemment pas les mêmes avis et on le voit dans tous les domaines, à 20 ans, qu'à 30, qu'à 40, qu'à 50, quand tu as des enfants, quand tu as des petits-enfants, quand tu as un travail ou pas de travail, mmh, et du coup, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que, un, il y a pas de vérité absolue, 2, il y a pas de perception absolue, c'est-à-dire que personne n'a un point de vue plus intéressant qu'un autre, c'est juste des points de vue différents, ouais. et justement, je suis intéressé à l'idée de savoir comment est-ce que toi, au quotidien, tu t'adaptes à ces perceptions différentes avec, chacun de tes clients. J'imagine que tu en as beaucoup. D'ailleurs, je suis intéressé à l'idée de savoir combien de personnes tu as aidé aujourd'hui? Hem, Ouais.
et on parlera après peut-être du parcours entre basketteur et ce que tu fais aujourd'hui parce que je pense que c'est intéressant de d'avoir aussi ce truc-là. Mais comment est-ce que tu fais pour t'adapter à cette perception de la réalité et cette vérité qui est propre à chacun? Comment est-ce que tu fais Ouais. au quotidien? Et bah, c'est très drôle, mais je pense que pour moi, ça a été quelque chose qui a été très, très dur toute ma vie et qu'il a été même un peu aussi même l'année dernière, hein. Il y a eu des moments, même au niveau business et tout, où ça a été très dur au niveau de la vérité, parce qu'avec tout ce que tu vois sur les réseaux et tout, enfin moi, étant dans une quête un peu de perfection, perpétuelle, maintenant dont je me détache de plus en plus, bah, ça a été toujours dur de façonner ma vérité parce que je la façonnais plus à travers, tu vois, les autres et j'avais du Mmh. mal à trouver la mienne, tu vois? Comme j'ai dit, je la cherchais beaucoup dans l'extérieur et c'est aussi pour ça que finalement, je parle beaucoup d'alignement, que ce soit sur mon compte ou même dans mon offre parce que du coup, c'est quelque part quelque chose que j'aurais aimé avoir avant, Mmh. que je propose aujourd'hui et en fait, je parlerais pas d'alignement si ça faisait pas sens pour moi et finalement, si moi aussi j'étais pas dans cette quête perpétuelle. Donc je dirais que ça a pas été facile pour moi tout le temps de trouver un peu ma vérité et m'y accrocher. Mais en fait, c'est du moment où j'ai arrêté, en gros, on va dire de chercher, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais quelle est la bonne vérité? Qu'est-ce qui est le mieux pour, avoir X résultat ou pour arriver à X résultat ou à atteindre mes objectifs? Mais putain, mais qu'est-ce qui me parle, en fait? Juste, Mmh. qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui résonne? Quand je me connecte à mon corps, est-ce que, je sais pas, je sens une boule dans mon ventre ou est-ce que je sens que, ouais, non, ça me soulage, ça me parle vraiment et cetera? Et qu'est-ce que je fais de cette vérité? Est-ce que j'ai envie de l'intégrer ou pas? Et comprendre aussi que en fait, il y a aucune vérité qui n'est bonne ou pas bonne, mais ta vérité que tu crées, elle est bonne dans tous les cas et la vie te dira si tu es sur le bon chemin et tu fais les bonnes choses ou pas, dans tous les cas. Mmh. Donc moi, comme par exemple, quand j'avais ma vérité de: «Non mais je suis fait pour le basket, je veux devenir pro», c'est là qu'il est mon chemin de vie, c'est là que je dois exceller. La vie, elle m'a mis à terre, elle m'a fait comprendre: «Nathan, c'est pas du tout là», tu vois? Et j'ai Mmh. pas pris en mode je me déresponsabilise, je suis en mode: «Ouais, mais j'ai pas de chance et cetera, il y a que à moi que ça arrive, des galères comme ça, nin nin», mais j'ai pris en mode: «OK, qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que ça veut m'apprendre?» Et très ouvert à qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Et naturellement, bah, c'est aller sur l'entrepreneuriat dont on parlera tout à l'heure. Mais je dirais que, c'est prendre en fait, ouais, tout ce qui se dit avec des pincettes et juste se créer sa propre vérité à soi et dans tous les cas, si tu te trompes et que Mmh. tu bullshit, la vie, elle va t'envoyer des signes que tu te bullshit, tu vois? Et c'est soit tu décides d'être une victime de la vie et auquel cas, bah, tu vas être une victime de la vie toute ta vie, ça va être galère d'être vraiment bien. Soit tu décides d'accueillir chaque chose qui va arriver, chaque épreuve et tout, comme un message, comme une compréhension, de plus sur toi-même et ton fonctionnement et ta vérité et voilà, comme j'ai dit à chaque fois, accepter de désapprendre des choses et être ouvert, même si c'est pas toujours facile, à réapprendre ou aller dans une autre direction que celle où tu voulais aller de base, par exemple. Je pense avoir répondu à la question. Ouais, J'espère ne c'est pas très répondre complet, mais parfait c'est hyper parfait. pertinent et justement parlant un peu de ton parcours, donc tu te mets au basket, Ouais, hem et puis comme tu le disais, tu te perfectionnes, tu commences à devenir un des meilleurs joueurs de ton club, mmh, hem et puis tu arrives à un niveau, dis-moi si je me trompe, qui est, relativement proche du semi-pro, ouais. et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Hem, Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est une bonne question, ouais, c'est ça, j'arrive, à Paris 14, là où on n'a jamais vraiment montrer mon potentiel, bah, là, dans ce club-là, on montre que, bah, j'ai un potentiel et tout. C'est même des coachs, de Pro A et tout qui montrent que j'ai du potentiel et cetera. Donc même moi, ça me conforte de ouf et ouais, 2-3 ans après, dans ce club-là, je fais des essais semi-pro. Au bout de 5 minutes d'essai, donc essai N2, que j'avais fait à Tremblay, je me fais les croisés, instant et ta question, c'est en gros, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, beaucoup de questions, hein. C'est-à-dire que je tombe par terre, je me dis: «Ouais, je crois que je me suis fait les croisés». J'arrive à me relever, je me dis: «Ah bah, ça va». Vu que j'ai vu ma mère qui s'était fait les croisés et elle pouvait son genou, il partait dans tous les sens, je me suis dit: «Bon, ça va, je peux marcher». Je me suis pas fait les croisés. Je vais aux urgences, on me dit que j'ai une entorse. J'ai un mauvais feeling à l'intérieur de moi. Je vais faire une IRM, on me dit que j'ai les croisés, qu'il faut que je me fasse opérer et je dirais que c'est plus à ce moment-là où j'ai vu l'IRM et j'ai vu le croisé et je vais devoir me faire opérer, que ça a été dur. J'ai pris une balle, mais instantanément, je me suis dit, hem la dépression, je sais que c'est un état dans lequel on va se mettre et dans lequel on va accepter de se mettre. En tout cas, c'est la croyance que j'ai par rapport à ça et je me suis dit: «Je m'autorise à ressentir mes émotions, à être triste, à pas être bien». Donc le premier jour, je crois que j'ai pleuré et tout, j'étais pas bien. Mais je me suis dit dès le lendemain: «Comment je fais pour rebondir et pour, faire de cette épreuve une force et et le voir de manière positive?» Et au final, en fait, je me suis juste dit, «Bah, pendant 6 mois, 1 an, je vais pas pouvoir faire de basket.
je vais essayer de développer, on va dire, bah, d'autres choses à côté et surtout, je me suis dit: «En fait, ça va me faire un storytelling de fou». C'est-à-dire que quand je deviendrai pro, bah, je pourrais dire, «Bah, ouais, je me suis fait les croisés, mais malgré tout, j'ai pas lâché, nin nin j'ai été résilient et boum, j'ai atteint mes objectifs» et je pense que c'était un peu cette mentale-là de, bah, quand je ferai des conférences, nin nin et bah, je pourrais en parler, qui m'a drivé dans le fait de, bah, c'est trop bien limite que ça m'arrive de mettre les croisés et j'étais limite content un peu, tu vois, que ça m'arrive. Parce qu'aussi ça m'a permis aussi quelque part d'être moins dans le contrôle et plus dans le lâcher prise aussi, sur pas mal de points aussi. OK. Alors avant d'aller encore plus loin dans la chronologie, Ouais, hem, c'est hyper intéressant d'entendre ça. Beaucoup de gens se seraient probablement effondrés, beaucoup de gens se sont déjà effondrés. Pour avoir travaillé ouais, dans le football professionnel, pendant 4 ans, j'en ai vu s'effondrer et lâcher. mmh, Hem et heu et justement cette acceptation-là de la situation et du fait qu'on a le droit d'être touché par ça et qu'en même temps on se doive de repartir de l'avant et de l'utiliser à bon escient. Je pense que c'est, non seulement pertinent, mais très utile, pour, n'importe quelle audience qui pourrait justement rencontrer ce genre de situation, là, maintenant. Hem, mmh, Ce serait quoi ton message pour une personne justement qui ne vit pas forcément un croisé, mais qui vit un croisé dans la vie? Qui OK, vit, tu vois, une épreuve du même genre, une espèce de mur immense, et ouais, violent, dans sa vie, perso, pro. Hem, Qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que justement, tu lui dirais: «Embrasse, la douleur et justement rebondis après» et si oui, comment le faire? Parce que c'est plus facile à dire qu'à faire et je pense que tu en ouais, es très conscient. mmh. Comment est-ce qu'on peut faire ça justement? Ah, c'est une super question. C'est incroyable. Je dirais qu'il y a une philosophie, moi, qui m'a longtemps drivé, c'était la et encore aujourd'hui, c'est la philosophie, du stoïcisme qui, en gros, en quelques mots, si je dois la résumer, en tout cas, moi, dans ma manière de l'avoir intégrée, c'est le fait de ne pas accorder d'importance à ce que je ne contrôle pas. Donc je me Mmh, suis dit: «Je me suis fait les croisés. À quoi ça va me servir en vrai de commencer à blâmer le monde ou blâmer quoi que ce soit ou d'être dans du stress, dans de la panique par rapport au fait de devenir pro et tout, alors qu'en vrai, j'ai juste pas de contrôle là-dessus. Enfin, autant que je sois dans des bonnes énergies parce que dans tous les cas, dans la matière là, ça ne va rien changer. J'ai 6 mois à 1 an où je ne vais pas pouvoir faire de basket, donc ça sert à rien de en fait, c'est soit je décide de vivre ces 6 mois à 1 an en étant dans des mauvaises croyances, soit je décide d'être dans des bonnes croyances. Donc qu'est-ce que je décide? Tu vois? Est-ce que je mmh, décide, entre parenthèses, d'être une victime de la vie et voilà et comme ça, c'est plus facile de se déresponsabiliser ou est-ce que je décide de me dire: «OK, c'est que c'est un tremplin». Parce qu'en fait, l'idée, je pense que c'est de comprendre surtout que et moi, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé, ça a été ma première rupture, amoureuse, c'est que j ça m'a fait vraiment capter que chaque épreuve, en fait, que tu vis dans ta vie, c'est ce qui te permet de débloquer un plafond de verre et de te réaligner encore plus. Ce que j'entends par là, c'est que, en vrai, dans notre vie, je pense que toi aussi, Thomas, je fais une supposition, mais tu vas me la confirmer ou non, mais je pense que chaque moment qui a été très, très dur dans ta vie, chaque épreuve que tu as dû vivre, c'est une épreuve qui t'a permis d'aller encore plus loin, là où tu aurais jamais cru penser même aller. Et en fait, quand tu comprends ça, tu te dis: «Mais en vrai, mais pourquoi en fait cracher et blâmer un peu, voilà, ces moments-là?» Alors oui, c'est pas facile, hein, des fois émotionnellement, c'est pas facile, tu peux t'identifier un peu à l'ego, aux mauvaises pensées et tout. Mais en soi, mmh, genre, c'est chaque moment de ta vie où tu as évolué, tu es allé vers, ce que tu voulais, où tu allé encore plus loin que ce que tu aurais pensé aller, bah, c'est juste parce que tu as tu as vécu un truc dur et si tu vis peut-être pas de trucs durs et que tu vis une vie de confort et il y a jamais d'épreuves et cetera, bah, en fait, tu évolues pas et tu restes au même endroit toute ta vie quelque part, tu vois? clairement. Clairement et ça me fait penser justement à une, citation d'un livre que je suis en train de lire, que je recommande, qui est un livre de Sei No, c'est un auteur, coréen, et même si je partage pas toutes ses idées, ça me fait penser à quelque chose. Je vais te sortir toute la citation et Ouais, te dire ce que j'en pense et écouter un peu ton retour. Elle est un peu longue. vas-y. Vous pensez que l'on devient riche uniquement en cherchant à gagner de l'argent? Vous attribuez vos échecs au fait que vous ne connaissez pas les bonnes méthodes? Détrompez-vous. Vous croyez toujours aux techniques qui vous permettraient de gagner de l'argent rapidement? Réveillez-vous. Vous ne trouverez que des techniques pour finir en prison. À tous ceux qui croient aux publicités sur internet, à ceux qui prétendent pouvoir devenir millionnaires juste en envoyant des emails, à ceux qui veulent, de l'argent facilement et rapidement, vous serez maudits, guidés par des chimères tout au long de votre vie. J'espère sincèrement que vous vous rendrez compte au plus vite qu'il s'agit d'une illusion. Que pensez-vous obtenir sans verser de sang, de sueur, de larmes et de temps?
et même si je OK. partage pas toute la citation, j'en partage un bout dans le sens où, hem, en fait, je trouve ça hyper intéressant la manière dont tu présentes justement les épreuves et l'espèce de claque, de la vie. Parce que je trouve que c'est un signal qu'on fait des choses qui ont à minima un impact. Mmh. C'est-à-dire que si on faisait des choses, qui étaient, toujours sécurisées, où il y avait justement pas le risque de se prendre des claques, bah, effectivement on n'en prendrait pas, mais ce serait le signal Bah que oui. juste on fait pas quelque chose de particulièrement significatif dans notre vie. Et Ouais. au-delà de ça, effectivement ce que tu dis est hyper intéressant, c'est que c'est un peu la citation, un peu bateau de Nelson Mandela qui dit, soit je gagne, soit j'apprends. C'est en fait voir chaque, échec, claque, ou même douleur, qu'elle soit plus ou moins importante, comme l'opportunité, un d'apprendre quelque chose et 2 de genre se renforcer. Et je trouve ça super intéressant et je suis justement, intéressé déjà d'avoir ton avis sur la citation que je viens de donner et et au-delà de ça sur, justement cette perception de l'épreuve, dont tu parles. Est-ce que tu partages justement cette vision, du fait que ce soit un signal d'une action, de quelque chose qu'on fait qui soit véritablement significatif? La citation franchement dans son ensemble m'a beaucoup, beaucoup parlé et je pense qu'elle s'adresse à un certain public, Mmh mh. tu vois? Je dirais qu'il y a la citation à prendre a avec des baguettes parce que j'ai l'impression que la vérité qu'il transmet, en tout cas sa forte croyance qu'il a, ça s'adresse beaucoup plus au public qui va chercher un peu la baguette magique finalement, un Mmh. peu ce dont je parlais tout à l'heure, le meilleur truc, la meilleure chose, au Mmh. lieu de changer leur réalité intérieure pour manifester derrière leur réalité extérieure, tu Exactement. vois? Et ils vont chercher à l'extérieur ce qu'ils doivent débloquer à l'intérieur et en vrai, même si tu as la Mmh. meilleure stratégie, les meilleures choses, si à l'intérieur tu es bloqué, bah, c'est mort, tu vois? Mmh. Donc en vrai, sa citation, je la comprends totalement et je pense qu'elle s'adresse plutôt à un public, ça va venir, mettre des claques à un public, plutôt, avec, un niveau, moins élevé de conscience, mais en Tout à termes fait. plutôt entrepreneurial ou prise de risque, tu vois? Je Mmh. mets pas de hiérarchie ou quoi, mais au niveau, tu vois? Enfin, je contextualise en gros. Mais donc je dirais que, bah, pour répondre à ta question, enfin en tout cas si j'y réponds là, la citation me parle et ouais, je pars du principe que en fait, même moi, je déteste stagner. Ça veut dire que du moment où je commence à stagner, où je vois que tous les choix que je vais faire, ils sont confortables et tout, bah, je ressens qu'en fait, dans mon corps, limite, c'est trop bizarre, mais c'est comme s'il y avait une voix qui me disait: «Non, Nathan, là, faut que tu je sais pas, faut que tu investisses sur toi, faut que tu prennes un risque, faut qu'en fait, tu te bouges, tu crées du mouvement pour pouvoir aller plus loin et y aller». Parce que du coup, finalement, en fait, dans le fait de stagner et tout, je m'y retrouve pas et j'ai l'impression de jamais avancer, tu vois? Mmh. Donc je dirais que c'est un peu ça, ouais, ce que je partage. Même si du coup, ça me fait mûrir aussi certaines idées, même par rapport à ces croyances que j'ai, où je pense qu'il y a des petites subtilités auxquelles il faut faire attention, tu vois? Bah, en vrai, c'est pour ça que je dis que je partage pas toutes les idées de cet auteur parce qu'il est très radical, dans sa Mmh, manière de penser et il y a des choses qui sont vraies, d'autres moins, tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, le parallèle entre souffrance et réussite est pas forcément, pertinent, pas toujours. ouais, On n'est pas obligé de ouais, souffrir pour réussir mmh, et je pense que ce sera en tout cas financièrement, je pense que ce sera intéressant justement d'en discuter parce que quand on va pousser un peu la chronologie, on va finir par arriver enfin à ce que tu fais aujourd'hui. Hem, ouais, mais il y a i c'est grave intéressant ce que tu racontes. J'aimerais rebondir sur, justement ce que tu disais, sur le sentiment de vibration, intérieure et justement d'alignement à soi, dans le cadre de ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure. mmh, Hem, je cherche le bon mot, je vais le retrouver. Heu, bon, peu importe. Je retrouverai le sujet, je pense qu'on en parlera mieux, quand on connaîtra un peu plus ton activité et cetera. Poussons OK, un peu la chronologie, donc tu te fais ces croisés et donc tu as cette phase-là dont on parle depuis, 10 minutes et ouais. ensuite ce rebond-là, tu le fais dans l'entrepreneuriat directement ou est-ce qu'il y a un entre-deux? Et voilà, c'est quoi un peu la chronologie suite à cette grosse blessure, cette grosse claque, en fait? Bah, c'est hyper intéressant parce que du coup, on va dire que en termes identitaires, moi, j'ai toujours été vu comme le mec qui travaille beaucoup et ça va me faire rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, où j'ai longtemps cru, moi, qu'il fallait travailler dur pour réussir et j'ai vu que c'était une croyance que mon père et ma famille, pardon, les Rubiniers, tu vois? Famille du coup antillais, tout ça, ont longtemps ont toujours, mais mon père, il l'a encore toujours et il me l'a transmise. Mmh mh. Du coup, j'ai toujours fallait travailler dur
et même limite souffrir pour réussir, tu vois? Avec les vidéos même de David Goggins et cetera. Sauf que quand tu pousses le truc un peu plus loin, tu vois que David Goggins, finalement, ce qu'il recherche, c'est la souffrance qu'il a vécue dans son enfance avec son père, qui le battait et cetera. Enfin, tu vois que c'est même pas, en fait, bon, et c'est pour ça que finalement il écoutait pas son corps, il se blessait et cetera. Même si du coup il a un mental de fou, on peut dire: «Waouh, c'est incroyable», mais c'est une hérésie de penser qu'il faut faire comme lui pour réussir. Et moi, Mmh. j'ai longtemps qu'il fallait faire comme lui, donc je me poussais dans une souffrance et donc j'écoutais pas mon corps et donc bref, ça m'a amené même plein de petites blessures qui m'ont amené après à cette grosse blessure des croisés. Mais tout ça pour dire que j'étais longtemps reconnu comme le mec qui travaille dur, le mec qui a un mental de fou, qui est résilient de ouf. Et donc quand ça m'est arrivé, je me suis dit: «En vrai, moi, je suis pas un mec qui va en soirée tout ça». Moi, j'étais en études en STAPS à côté, donc études dans le milieu du sport parce que je me voyais pas dans autre chose que le sport. Et je me suis dit, enfin, j'ai reçu un message un jour, c'était de mon ami, Malik, donc s'il écoute ce podcast, ce serait marrant. Mais, Malik qui m'envoie un message et même un autre ami à moi qui s'appelle Fredina. Je reçois un message de leur part où Malik me dit: «Bah, Nathan, je te remercie pour la personne que tu es». Et il y a pas de contexte, genre je comprends pas. Tu vois? Je me suis fait les croisés, il y a rien, je fais des petites stories des fois sur Snap et cetera, où je dis que dans tous les cas je vais rebondir et cetera. Enfin, je comprends pas. Et je lui dis: «Bah, pourquoi tu m'envoies ça? Enfin, c'est super gentil, mais pourquoi tu m'envoies ça?» Et il me dit: «Bah, parce que juste de par la personne que tu es, en fait, tu m'inspires et tu me motives au quotidien à pas lâcher, à pas abandonner mes projets et en fait à être résilient et persévérant». Et là, boum, ça a sonné comme une évidence pour moi. Alors de base, je déteste les réseaux. Faut savoir qu'en plus dans cette période-là, j'avais désinstallé Snap, Insta et cetera parce que j'aime pas les réseaux, ça m'a toujours bousillé mentalement. Et je me dis: «Mais en fait, pourquoi pas impacter plus de monde?» Et je reçois ça de deux trois amis à moi dans un peu cette même période et je me dis: «En fait, bah, faut que j'aille impacter du monde». Et je me suis dit: «Faut pas que je me lance sur TikTok» parce que TikTok en vrai, c'est plus divertissement, plus un truc sérieux genre Instagram, tu vois? Et du coup, bah, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Pendant que je vais être en rééducation et cetera, vu qu'en vrai je peux rien faire mis à part enfin, je peux plus m'entraîner comme avant à côté et j'aurais grave du temps libre. J'ai pas envie de passer mon temps à jouer à la Play parce que moi je suis de base un grand gamer et cetera. J'ai pas envie de passer mon temps à jouer à la Play ou à sortir avec juste des potes ou quoi et aller en soirée. Non, je veux vraiment faire quelque chose qui montre que j'évolue quotidiennement, tu vois? Genre, c'est un peu ce que je me suis tatoué sur le bras. Tu sais, c'est la philosophie Kaizen, le fait d'être 1 meilleur chaque jour. En sachant que je me suis tatoué ça avant le documentaire d'Inoxtag au cas où. Voilà, je tiens à préciser, maintenant je suis obligé. J'ai pas le choix, il a volé tout mon buzz. Donc voilà, j'ai pas le choix. Tu vois? Maintenant, il y a une corrélation qui se fait. Mais, je dirais que ça a été cet élément-là qui m'a fait après me lancer sur les réseaux dans un but d'inspirer et motiver les gens, à savoir que le mental, c'est la base de tout, que, bah, si vous avez des projets, bah, il faut y croire. Et je voulais aussi moi documenter mon avancée au niveau de mes, bah, en fait de mes croisés, mes blessures et tout, pour que ça inspire les gens, ça les motive, qu'ils soient résilients, qu'ils soient persévérants et qu'ils continuent de croire en eux et arrêter de croire tout ce que les gens vont dire autour et vraiment qu'ils se connectent à leur plein potentiel à l'intérieur d'eux, ce qui les fait vibrer et cetera et qui foncent et qui se donnent à fond et qui déchirent tout dans leur projet, tu vois? Et c'était vraiment ça l'énergie. Donc pas dans un but d'entreprendre quoi que ce soit, mais à la base vraiment dans un but de transmettre de l'amour, transmettre mon savoir, donc tout ce que j'ai appris dans des livres, dans des vidéos YouTube, ce sur quoi j'ai pris du recul. Et comme j'ai dit, bon je parle beaucoup, mais c'est cet aspect, tu vois, genre, je déteste les réseaux sociaux, ça a été parce que sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est beaucoup si tu veux réussir, il faut que tu te lèves à 5 heures du matin, que tu prennes une douche froide, nanani nanana. Et moi, du coup, j'ai fait ça pendant un moment. Sauf qu'en Mmh. fait, c'est pas aligné à moi, mais que je faisais parce que pour moi, c'était la recette de la réussite, tu vois? Et j'ai fait plein de trucs comme ça qui me faisaient à chaque fois me remettre en question et vu que tu as tout et son contraire sur les réseaux qui se dit, bah, ça me faisait être dans l'overthinking à fond. Donc je quittais de toute façon mon corps, j'étais que dans la tête et en fait, j'étais dans des mini bad assez souvent. Et quand je suis arrivé sur les réseaux, je suis vraiment arrivé avec cet aspect authentique de je vous montre que je vais pas être parfait, que moi aussi des fois je suis démotivé, moi aussi des fois je procrastine. Et c'est d'ailleurs même ce post-là qui m'a fait rapidement exploser parce que j'ai rapidement montré, de la vulnérabilité en fait, qui a parlé aux gens. Et j'ai aussi montré que toutes les clés en termes de dev perso que je partageais, il y avait pas de clé avec une vérité, il y avait pas de recette de réussite, mais ils devaient juste tester les gens, bah, ces clés-là que je partageais et trouver qu'est-ce qui leur correspond, qu'est-ce qui leur parle, donc que ce soit en termes de clés productivité, en termes de clés pour, tenir des habitudes, en termes de clés pour, X ou Y. Mais voilà, vraiment dans ce but de tenez, je vous donne des petits trucs que moi j'ai pu tester et cetera et trouvez-vous ce qui est aligné à vous et vous parle, en gros. C'est, ultra complet et j'ai plein de trucs à dire, donc c'est hyper intéressant, c'est très cool. Je vais essayer de découper ça. Premièrement, l'hérésie Goggins.
C'est un sujet dont on a parlé avec, Louis Frambault, qui est absolument, contre et qui est vraiment le chevalier qui se bat contre les Goggins. Mmh, Dans le sens où et c'est hyper intéressant et c'est de ça dont je voulais parler tout à l'heure que je retrouvais pas. Il y a un podcast de Andrew Huberman, que tu connais peut-être, qui parle de biohacking, mmh, que je recommande d'ailleurs, avec David Goggins, qu'il a invité du coup sur son podcast, Huberman Lab, et donc où il parle en fait d'une zone du cerveau qui est développée par, le fait de faire des choses, d'inconfort. En fait, plus tu développes cette zone-là et plus tu fais partie d'une caste de gens. En fait, toutes les personnes, ou en tout cas, enfin, le point commun de toutes les personnes qui ont cette zone du cerveau qui est très développée, c'est que c'est des personnes qui sont des personnes à succès dans le monde professionnel. C'est-à-dire que globalement, ce qu'on remarque, c'est que quand tu as une capacité à aller dans l'inconfort naturellement, et à aimer ça, en général, mmh, il y a une corrélation avec la capacité à avoir du succès. Hem, mmh, pour autant, l'inconfort, c'est pas forcément la violence de Goggins. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que tu dis est très vrai, c'est que Goggins, c'est quelqu'un qui aime ça. C'est-à-dire qu'il a un côté un vrai côté sado et c'est quelque chose mmh, qu'il aime, profondément. C'est-à-dire que il le contrairement à ce qu'il dit, c'est pas quelque chose qu'il considère comme étant de la souffrance. C'est un mmh, plaisir de se faire mal. C'est vraiment genre, c'est plaisant. Il sécrète de la dopamine quand il se fait mal, quand il va au bout de ses mmh, limites et la plupart des gens ne sont pas comme ça et je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, hem, ne pas écouter Goggins, à la lettre. C'est-à-dire que, Goggins, dans sa manière de parler, en fait, il s'adresse et les gens pensent que c'est pas le cas, mais c'est vraiment le cas. Il s'adresse à des gens qui aiment ça aussi, qui ont cette passion-là pour la douleur, et je pense ouais, que le problème, c'est que la plupart des gens qui n'ont pas cette passion-là vont l'entendre comme, un message qui leur est également adressé à eux qui n'aiment pas la douleur. Vous n'êtes pas obligé d'aimer la douleur et je pense que c'est hyper mmh, important. Il y a plein de formes d'inconfort. Il y a, tu vois, tu peux faire des toutes petites choses qui, pour toi, te mmh, semblent être, une marche d'escalier immense, et pour d'autres, rien du tout. Il y a pas de, d'échelle, tu vois, de, mmh, ce qui est, acceptable en termes de niveau d'inconfort ou pas, mmh, heu et c'est graduel aussi, je pense. ouais, Mais effectivement, c'est hyper intéressant et heu dans l'entrepreneuriat, on a tous fait cette erreur-là, je pense. En tout cas, beaucoup de se lancer et de vouloir, un peu, dépasser ses limites et justement se lever à 5 heures du matin, faire, 15 bains froids, avoir, tu sais, une to do list de 20 routines dans la journée. de ouf. Hem, qu'est c'est quoi ton ton avis sur les gens justement qui sont comme Goggins ou d'autres, qui ont des routines très structurées, qui sont très rigides? Hem, comment est-ce que tu parlerais à une personne comme ça pour l'aider, tu vois, si quelqu'un vient te voir et te dit: «Bah, je sais pas ce que j'ai, je sais pas si c'est fait pour moi ou pas», ce serait quoi, toi, ta manière d'identifier si, ce mode-là de pensée est fait pour toi ou pas? Dans le sens où tu OK, as des gens qui sont faits pour être comme Goggins parce qu'ils aiment ça, ou mmh, qui sont faits pour être très routiniers, très carrés et d'autres pas du tout. Comment est-ce mmh. qu'on l'identifie? Alors c'est hyper intéressant et ça m'amène plein de points. Premièrement, je dirais que ce qu'il faut comprendre avec Gauguin, c'est que cette souffrance et cet amour qu'il ressent, ces shots de dopamine qu'il ressent quand il se fait souffrir, comme j'ai dit, c'est traumatique. C'est en Mmh, lien avec ce qu'il a vécu, où il a une enfance de malade et c'est en lien avec toute la souffrance qu'il, subissait de son père. Donc c'est quelque part ça qu'il recherche de manière inconsciente et c'est cet «amour» entre parenthèses là qu'il va rechercher. Donc faut comprendre que en fait, il y a pas de même en termes de mentalité, pour moi, il y a pas de enfin, si quelqu'un se dit: «Non, mais moi, je suis comme Goggins, nin déjà, quand tu prends conscience de ce que je viens de dire là et tu commences à l'intégrer, déjà, tu comprends que, bah, finalement, cette souffrance n'est pas forcément bonne et te correspond pas forcément. C'est pas parce que tu as vécu comme un truc comme Goggins ou quoi, que tu dois, te fier à ça et te dire: «En vrai, je suis comme lui, j'ai besoin de ça». Non, tu n'as pas besoin de ça. Lui, il est allé trop loin. Ça mmh, lui a apporté sur plein de points, mais derrière, il a détruit son corps sur plein d'autres, tu vois? Et il y a plein d'erreurs qu'il a fait. En fait, c'est pas un exemple en fait, c'est un exemple à prendre sur certains points, mais pas dans son extrême, tu vois? mmh, Donc oui, il y en a qui vont avoir plus ce truc de se challenger, de vouloir ressentir de la douleur et pareil, qu'est-ce qu'on appelle douleur? C'est aussi cette définition-là, tu vois? Qui est intéressante à mettre aussi parce qu'on va tous avoir une définition, tu vois, qui est différente. Mais donc je dirais que par rapport à cette mentalité, une personne qui me dit: «Ouais, bah, je sais pas un peu, moi quand même positionner», par exemple David Goggins, il parle beaucoup de par exemple, ouais, s'organiser et cetera. Bah, faut savoir qu'en fait, je sais pas si tu connais l'outil qui s'appelle l'MBTI? Tu vois? Tout ce qui est INFP, mmh, OK. ENTP, des choses comme ça. Bah, en gros, c'est un outil, bon, que je maîtrise pas moi, réellement, on va dire, j'ai le niveau 0 voire 1. J'ai des amis à moi qui m'ont éduqué à ça et donc qui ont un niveau plus élevé parce qu'ils ont fait des formations et tout et en fait, tu comprends que
on a tous une psychologie innée qui va être différente. Par exemple, toi, si je me trompe pas, Thomas, je crois que tu es quelqu'un d'assez organisé, tu vois? Si je crois, en tout cas, de ce que j'ai pu voir et tout. Après, tout dépend aussi dans quoi c'est et cetera. Mais en gros, on va avoir tous une psychologie innée qui va être différente et donc il y en a, ça va leur occasionner du stress et ça va les mettre en niveau de stress, le fait de se devoir organiser toute leur journée en mode genre, time blocking, tu sais? Genre de Mmh, 8 heures à 9 heures, je dois faire ça et après je dois faire ça et je dois faire ça. Il y en a, ils vont avoir besoin vraiment juste de faire une to do et d'aller à l'essentiel, tu vois? mmh. Moi, je fais longtemps du time blocking. En fait, ça me mettait en niveau de stress. C'est quand j'étais en niveau de stress que je faisais ça et au final, je me bousillais et ça m'épuisait plus qu'autre chose derrière. Alors que j'ai remarqué que maintenant, je fonctionne plus entre parenthèses à la to do ou alors un mini time blocking vite fait. Il faut pas que toute ma journée soit très, très bien organisée parce que sinon je m'y retrouve plus. Je finis ma journée, tu vois, à minuit, à 1 heure du mat et au final, je m'épuise jusqu'à ce que mon corps, il lâche, tu vois? Et sans que je m'en rende compte. Donc je dirais que c'est juste, bah, toujours, en fait, revenir au corps et tester. Mmh. En fait, voir la vie comme un jeu et tester. Genre, teste le time blocking, teste les to do, vois sur quoi tu es le plus productif et qu'est-ce qui te parle le plus, qu'est-ce qui te demande le moins d'efforts et fais ça et va dans ce sens-là, tu vois? Ça veut pas dire que, bah, il y a des choses, enfin, il y a toujours des choses qui peuvent te demander un peu plus d'efforts et qui ont plus de plus-value derrière, mais est-ce que c'est naturel pour toi de le faire ou pas? Et c'est vraiment, tu vois, se connecter à ça et savoir, aussi pareil, là, c'est pareil, là, j'ouvre plein de portes, mais c'est pareil pour la zone de confort. En fait, on sort jamais de notre zone de confort, on l'élargit, tu vois? Et donc savoir est-ce que voilà, ce que je fais, juste ça me fait sortir de ma zone de confort et c'est pour ça que c'est désagréable, mais en vrai, au final, ça me parle et c'est hyper bénéfique pour moi. Ou est-ce que finalement, bah, ouais, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, j'ai appris et finalement, c'est pas très bénéfique et ça, il y a que en te connectant au corps que tu vas pouvoir le savoir, en fait, tu vois? Et donc je dirais quelqu'un qui me demande, ouais, un peu comment faire, je lui dis: «Bah, mon gars, j'ai pas les réponses pour toi, teste ci, teste ça», si j'ai des petits trucs et cetera, et en fait, vois toi ce qui te correspond. Et après, si la personne veut aller plus loin, elle peut aller faire des tests chez des professionnels au niveau de la MBTI pour encore mieux comprendre comment elles fonctionnent, leur fonctionnement interne et savoir réellement, du coup, ce qui peut être, entre parenthèses, bon, est-ce que c'est une personne qui s'organise de base ou est-ce que c'est plus quelqu'un qui fonctionne à l'intuition et qui va être moins organisé dans sa vie? Enfin, tu vois, il y a plein de facteurs, c'est multifactoriel, tu vois? Il y a une phrase que j'ai écrite directement parce que je la trouve géniale. «On ne sort jamais de sa zone de confort, on l'élargit juste». C'est, Mmh, heu, c'est hyper intéressant. Et au-delà de ça, ce que tu viens de dire, si je résume bien, c'est, hem, que en fait, enfin, pour identifier ça globalement, il y a des tests qui existent, des tests, ouais, pro, des tests réels. mmh, Et en fait, il y a la possibilité effectivement de savoir ça, d'avoir ces réponses-là et au-delà ouais, de de ce besoin de réponse, il y a aussi la capacité de juste s'écouter et de savoir, ce qui est vraiment fait pour soi ou pas, et de ouais, d'écouter en fait son fort intérieur. C'est-à-dire de tester globalement, ce que tu dis, c'est ouais. tester et identifier si si ça nous met dans un état d'homéostasie ou au contraire un état de stress, quoi. Ouais et pour rebondir du coup là-dessus, ça me fait penser à un truc, je pense que ça pourra parler sûrement à beaucoup de personnes. Par exemple, dans l'MBTI, on va dire si je dois aller sur les traits grossiers, mais c'est très grossier ce que je vais dire, donc les experts en MBTI me descendez pas. Mais en gros, tu as les profils N et tu as les profils S. S, c'est ceux qui vont partir du réel pour créer l'imaginaire et N, c'est ceux qui vont partir de l'imaginaire pour créer le réel. Donc un S, généralement, par exemple, en sachant qu'on a les 2 lettres, hein, c'est juste une question de pourcentage et on a quelque chose dans lequel on est plus fort naturellement. Je vais prendre mon exemple. Moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, du coup, après, j'ai commencé à créer un tunnel de vente, et cetera. Alors, créer un tunnel de vente ou créer un e-book, et cetera, c'est des choses qui me demandent énormément d'énergie parce que je dois être dans du S, je dois être dans du concret, et cetera, dans de la structure et tout. Et c'est le bordel. Genre, moi, je peux jamais être dans tout ce qui est automatisation et tout. Ce n'est pas ma zone de génie. Ce n'est pas là. Et ça sert à rien que je veuille, enfin, ça sert à rien de faire le Googling, c'est vouloir élargir ma zone de confort là-bas. Ce n'est pas là que j'excellerai. On a chacun notre zone de génie, c'est pas là, tu vois. Moi, là où j'excelle, c'est dans le fait de prendre la parole, transmettre mon savoir, transmettre mes idées, coacher. Là, j'excelle, je suis très fort là-dedans, tu vois? Parce que du coup, bah, j'ai une préférence N, donc partir de l'arborescence, réussir à structurer mes idées pour les transmettre. Par contre, si tu me demandes de, ouais, de faire un e-book ou tu vois, tout ce qui est offre en done for you, par exemple dans l'entrepreneuriat, tu vois, s'occuper des publicités sur Meta Ads et tout, là, rien que d'en parler, tu vois, ça me crée du stress carrément parce que ce n'est pas là où j'excelle. Tu vois, je préfère carrément payer quelqu'un pour qu'il gère un peu toutes mes campagnes et tout le bordel parce que ouais, non, laisse tomber, c'est pas là que j'excelle, ça me demande trop d'énergie et au final, en fait, je m'épuise, tu vois? Mmh. Donc voilà, je voulais rebondir sur ça. C'est grave intéressant pour le coup, justement de tu vois là, il y a des mots dessus, mais c'est effectivement,
On voit beaucoup de profils qui sont très terre à terre et d'autres qui sont Mmh. au contraire, beaucoup plus, dans le chaos et pas forcément dans une organisation, sur tous les plans, mais sur un plan particulier, ils savent exceller parfaitement. C'est Ouais, hyper important et tu vois, c'est aussi des qualités, je pense pour quelqu'un par exemple qui entreprend, qui a peut-être un autre ami qui entreprend et qui pense à potentiellement s'associer par exemple, c'est le genre de choses qu'il faut identifier à l'avance parce qu'il ouais, faut de ouf. des profils complémentaires. C'est-à-dire que si les 2 sont, comme tu le disais par exemple que dans du S ou que dans du N, bah, c'est très compliqué parce que du coup, il y a une double zone de génie au même endroit et un double manque de zone de génie au même endroit et du Ouais, coup, je trouve que c'est très intéressant aussi de se dire que pour 2 personnes qui veulent s'associer, se tester sur ces plans-là, ça peut être intéressant. Je trouve que ouais, c'est un bon de ouf. insight. C'est un bon insight. Ouais, Hem, il y a un autre, sujet dans tout ce que tu nous as dit avant sur ton parcours qui m'intéresse, c'est qu'à la base, les réseaux sociaux, comme tu le disais, ne t'attiraient pas du tout et ouais, aujourd'hui, tu as plusieurs dizaines de milliers de personnes qui te suivent, rien que sur Instagram. Je sais plus le nombre exact pour être très honnête. Que ce soit enfin sur tes différents réseaux, mmh, et en fait, ce qui est hyper intéressant et je pense que ça va, casser et débunker une croyance que beaucoup de nouveaux créateurs, nouveaux entrepreneurs ont, c'est qu'à la base, quand tu crées ton contenu, d'après ce que tu me dis, tu crées du contenu non pas pour vendre, mais juste pour aider. mmh, Tu crées du contenu pour motiver et pour apporter une vraie valeur sur même pas un marché, tu penses même pas en termes de marché, tu penses en termes d'audience et mmh, c'est hyper intéressant parce que on en parlait lors d'un podcast qui est également sorti avant avec Charles, mon associé, qui en a un podcast hebdomadaire. On parlait du fait que là, on a une crise de la confiance, dans le monde du business en ligne en général et même sur les réseaux sociaux mmh, et que c'est la confiance qui est la nouvelle monnaie et pas l'attention. Et que ouais, cette confiance, elle est notamment gagnée par le fait qu'on n'a plus des gens qui, vont faire du contenu en disant, «Je vais te rendre riche, machin, suis ma méthode et achète mon truc», mais ouais, plutôt des gens qui vont apporter de la valeur profonde, d'où ce podcast qui s'appelle Deep Talks, hem, qui a bien. pour objectif justement d'aller chercher plus de profondeur, et de parler de sujets plus en les creusant beaucoup plus. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu es parti d'abord du postulat et tu l'as fait il y a un moment, donc avant cette Mmh, crise, de te dire: «Je veux d'abord parler de profondeur et je suis pas là pour vendre, je suis là pour aider des gens» et c'est hyper intéressant. J'aimerais avoir ton avis là-dessus justement sur toutes les personnes qui se lancent sur les réseaux, qui disent, globalement qui donnent deux trois conseils un petit peu bateau sur du ouais, format court et derrière en fait cherchent juste à vendre quelque chose derrière leur contenu. Alors que mmh, toi tu l'as pensé différemment dès le début. Qu'est-ce que tu mmh, dirais à quelqu'un qui se lance sur les réseaux, peu importe le type de réseau social et dans quelle ouais. mentalité, dans quel mindset il doit partir selon toi? OK, c'est une trop, trop bonne question. Vraiment, je kiffe là, j'adore ce moment. Je dirais que c'est une question d'attention, enfin d'intention, comme je l'ai dit tout à l'heure. Genre, moi, mon intention quand je me suis lancé sur les réseaux, c'était, bah, vraiment de transmettre mon savoir et cetera. Donc en fait, donner de l'amour sans attendre rien en retour. Et en fait, dans la vie, c'est ma croyance et en vrai, c'est un peu les lois de l'univers, donc de ce qu'on voit. Mais plus tu donnes avec amour, plus tu reçois. Donc plus tu donnes avec amour, l'amour c'est quoi? C'est donner sans être, sans vouloir avoir en retour. Donc c'est-à-dire que j'ai pas donné sur les réseaux pour, vendre ou dans un but réel. Alors on peut avoir cette intention après de pouvoir vendre parce que vendre en vrai c'est pas forcément négatif du tout. Au contraire, tu peux impacter plus en profondeur et c'est bien. Mais Mmh. faut vraiment que ce que tu partages pour moi ça vienne des tripes et du cœur et c'est quand ça vient des tripes et du cœur que, bah, en fait, tu crées plus facilement de confiance, tu et c'est pour ça que moi, mon pote, en vrai, qui m'a fait péter parce que du coup, aujourd'hui, ouais, j'ai une audience d'un peu plus de 30 000 abonnés. Je dois en avoir 34-35 000, un truc comme ça et j'étais monté, je crois, au plus haut niveau. Je crois que c'était 42-44 000 et tout, en partant de zéro. Donc en 8 mois, je suis arrivé à plus de 40 000 abonnés sur les réseaux, sans connaissance et tout non plus sur les réseaux et cetera. Mais ce qui m'a fait péter, en vrai, c'est que des posts. Ça a pas été les posts où j'ai apporté le plus de valeur ou quoi, mais c'était les posts où vraiment j'ai juste montré de la vulnérabilité, ce qui a créé de la confiance avec mon audience et ce qui a bah, en fait, ce qui les a fait se reconnaître en moi. Parce qu'en vrai, enfin, c'est bête, mais tu vois, par exemple, ceux qui vendent, bah, la richesse et tout, à un moment, il y avait eu cette ère-là de tu montes tes lambeaux, nanana, nanana, tu parles de crypto trading et cetera, nouvelle opportunité. Oui et ça crée de la hype, sauf qu'aujourd'hui, bah, le marché devient de plus en plus sophistiqué et ce que les gens veulent, c'est au contraire se reconnaître et revenir à l'instant présent. C'est pour ça que pareil, à un moment, il y avait une guerre de l'attention et le montage était de plus en plus poussé. Maintenant, limite, ça va être le fait qu'il y ait pas de montage, pas de musique et le contenu brut qui va plus parler. Genre les gens limite vont plus être ouverts à écouter un podcast d'1 heure et demie, 2 heures, que regarder une vidéo ultra montée sur YouTube, nanana.
Parce qu'au Mmh. final, ça nous repousse, en fait, après dans l'ultra consommation, ça bousille notre, système de dopamine et du moment où on a même un peu conscience de ça, bah, ça il y a une réalité qui se crée. Donc je dirais que quelqu'un qui se lance pour revenir, sur la question initiale que tu m'as posée, je lui dirais juste sache à qui tu veux t'adresser. C'est hyper important. Moi, la personne à qui je m'adressais à ce moment-là, c'était l'ancien moi. Donc, dans cette quête d'alignement, quelle information il aurait voulu avoir et tout qui aurait pu l'aider, tu vois? À passer un step et souvent ce qu'on fait, dans le business ou quoi, par exemple dans le coaching, quand on est dans le coaching et cetera, souvent il y a cet aspect de vouloir aider l'ancien soi ou vouloir, nous aider. Sauf si on a voilà un service en done for you, ça peut être différent, mais souvent de toute façon c'est toujours relié à un réel pourquoi de quelque chose dont on aurait eu besoin ou d'une aide extérieure dont on aurait eu besoin. Donc c'est juste se reconnecter à ça et voilà, si tu veux créer du contenu, qu'est-ce que l'ancien toi, il aurait aimé avoir comme information? Le partager avec le cœur, montrer que toi aussi tu es humain, donc toi aussi des fois tu as des moments de down, que des fois ça va pas, que toi aussi des fois, bah, tu peux être dans une énergie de manque. Moi, par exemple, je parle beaucoup de spiritualité, donc je parle d'énergie d'abondance, mais même moi, je le dis à mes coachés des fois en coaching, mais moi ça m'arrive aussi d'être dans une énergie de manque. Mais c'est là que même mes coachés, ils vont être encore plus en mode: «Ah mais en fait ouais, mais attends il est humain», genre et en fait ça leur fait du bien de savoir que moi aussi je peux avoir des moments de down et que c'est normal, on est tous pareils et en fait les gens ça leur fait du bien sur les réseaux de savoir que vous êtes comme eux et du coup, ça crée de la confiance. Là où quelqu'un va avoir une image très superficielle et très parfaite, bah, en fait, là, au fur et à mesure, vu il y a de plus en plus de monde sur les réseaux, en fait, ça nous déconnecte et au contraire, ça Mmh. peut nous mettre en face de nos insécurités, donc ça peut nous faire évoluer. Mais à la fois, c'est pas ça qui va créer le plus de confiance réellement. Et et faut aussi se détacher de la croyance que être vulnérable et montrer que des fois, bah, vous pouvez, être dans des downs, admettons vous êtes thérapeute, bah, vous pouvez être dans des downs et cetera. Ça ne vous fait pas perdre de clients parce que c'est pas parce que, voilà, tu es thérapeute ou tu es coach business que, bah, en tant que coach business, tu peux pas des fois avoir des mois où tu fais un mois de merde et ça va pas. Quand tu es thérapeute, bah, tu peux pas avoir de moments de down où émotionnellement c'est compliqué alors que tu accompagnes les gens à gérer émotionnellement parce qu'on reste humain. Mais derrière après tu as les outils, tu as toutes les choses et après c'est là où tu vas mettre, on va dire la ligne, tu vois, d'aide que tu peux où tu peux aider les gens. Par Mmh. moi, je vais pas aider les gens à faire 30 000 50 000 € par mois, en sachant que je ne les fais pas encore. Je les aiderai à faire ça qu'une fois que, même moi j'aurais compris, j'aurais intégré les choses pour pouvoir mettre cette ligne-là, tu vois, par exemple. Et donc souvent, tu vois, le syndrome de l'imposteur qu'on peut des fois avoir, en mode: «Ouais, mais qui on est pour, transmettre nos idées de nin c'est juste la ligne que tu vas mettre. Quelle ligne? Où tu la mets la ligne? Moi, quand je suis lancé sur les réseaux, je me suis pas positionné en mode Tony Robbins. Non, je me suis positionné juste en je sais que je peux aider moi l'ancien moi, donc je vais lui apporter de la valeur et c'est pour ça qu'après quand j'ai eu mes premiers accompagnements, donc où ça tout s'est fait naturellement et bah, il y a eu cet aspect de, bah, j'aide l'ancien moi, mais sur les trucs que moi j'ai réussi à régler aujourd'hui, tu vois? Avec les outils, les livres que j'ai lus et cetera et donc bah, j'étais au clair. Mmh. Par contre, si j'aidais quelqu'un à, je sais pas, être mentalement super fort pour, tout déchirer dans son sport et devenir pro et aller en NBA, je dis n'importe quoi. Non, ça dépend en fait, c'est toujours une question de ligne que tu mets, tu vois? C'est c'est hyper complet comme réponse et je vais juste ajouter de la nuance. Enfin pas de la nuance, mais plutôt des ajouts de Ouais. précision parce que je partage absolument tout. Hem, Premièrement sur, tous ces clones de belle apparence, de, effectivement je montre, le matériel en fait que j'ai réussi à obtenir Ouais. grâce à mon succès et l'objectif est globalement de faire rêver en fait une certaine audience. Le Comme tu le dis, le marché est de plus en plus sophistiqué. Ce qu'on disait dans ce podcast aussi sur la crise de la confiance avec Charles, je vous mettrai un lien au-dessus, si jamais ça vous intéresse. Hem, c'est que en fait, non seulement, ça ne marche plus, et notamment les montages sursophistiqués et cetera. Même le CEO d'Instagram, le dit, c'est terminé en fait cette ère-là, elle sert à rien, les Ouais. feeds polis, sont morts. Hem, En fait, je s ma croyance profonde, c'est aussi que la belle apparence aujourd'hui, c'est pas qu'elle attire plus, c'est qu'elle fait peur. Je pense qu'aujourd'hui on tombe sur des gens en fait, quand on tombe là-dessus et c'est aussi l'objectif du podcast, c'est que le, Ouais. ça en fait, la belle apparence, elle nous fait peur parce qu'on pense qu'il y a un énorme vide derrière, un espèce d'énorme creux. Tu vois, le nombre d'histoires qu'on a entendues de gens qui effectivement avaient, ces lambeaux et cetera et puis derrière, en fait, tu tombais juste sur un PDF de 3 pages et basta. On a l'impression qu'en Mmh. fait, on va que tomber là-dessus et qu'il y a même un vide chez ces les gens-là quand tu les écoutes parler, quand tu les écoutes penser. Un vrai Mmh. vide intellectuel, un vrai vide philosophique, même Mmh. de qualité en fait de ce qu'ils proposent et donc du Mmh. coup, les gens ne veulent plus de ça et je pense que c'est pour ça que tu vois, il y a une redirection vers le format long, Mmh. parce qu'en fait, les gens veulent plus de profondeur. D'où le mot deep talks, du podcast. C'est vraiment l'objectif, c'est ce manque de profondeur là. Hem
Et ça me fait penser à quelque chose que tu disais tout à l'heure sur, l'authenticité et justement l'aspect beaucoup plus humain, de la chose et le fait que justement c'est ta vulnérabilité pardon et ton authenticité qui a fait que, non seulement tu es exposé sur les réseaux sociaux, mais surtout tu t'es positionné différemment des autres. Il y a une Mmh, citation de Naval Ravikant qui me colle parfaitement à ce que tu disais, qui dit: «Échappe à la compétition à travers l'authenticité». Et ce que mmh, je pense foncièrement, c'est et je suis, d'avis d'avoir le tien, hem, c'est que c'est parce que tu as été authentique que tu t'es différencié sur ton marché et que les gens sont venus voir Nathan et pas Tony Robbins ou n'importe quel autre, coach business parce qu'ils se sont mmh, identifiés à un être humain, qui leur montrait toutes ses facettes, les positives et les négatives. mmh, Hem Et justement, cette authenticité-là, aujourd'hui, et depuis plusieurs années maintenant, c'est probablement ça qui fait que les gens achètent, et plus simplement un message. C'est-à-dire que, il y a probablement des coachs qui sont encore plus compétents que Nathan Rubini, mais on n'a pas envie de travailler avec eux parce qu'on les connaît pas. mmh. Et je suis justement intéressé à l'idée d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que justement tu recommanderais aussi d'avoir des formats qui sont plus authentiques? Là, dans l'année qui vient, on est en début 2026. Si toi, tu devais dire un peu, voilà, ce que tu vas faire cette année, en termes de contenu, en termes de présence sur les réseaux, est-ce que cette partie authenticité, cette partie très humaine que tu as déjà développée, est-ce que ça Mmh, va rester au même niveau de focus pour toi? Est-ce que ça va être encore plus important pour toi cette année? mmh. Comment est-ce que tu te positionnes là-dessus? OK, c'est une super question et bah, déjà pour répondre à la première, je dirais que l'authenticité, ouais, pour moi, c'est la chose la plus importante et de toute façon, c'est il y a beaucoup de personnes qui parlent d'authenticité, mais qui ont du mal à vraiment le faire. Moi, par exemple, j'étais bête, mais genre, il y a un exercice que j'ai fait faire à mes coachés il y a pas longtemps et ça faut voir comment ça les a challengés. Pourtant, ils ont cette forte valeur à l'intérieur d'eux d'authenticité. J'aurais juste dit: «Faites une story comme ça. Si vous bégayez, vous en foutez, vous avez que 2 essais. Vous devez faire une vidéo une story où vous parlez du pourquoi vous avez lancé votre compte, qu'est-ce qui vous tient à cœur de partager et en gros, voilà. Vous faites un peu un truc au feeling comme ça». Ils m'ont dit: «Mais attends, c'est pas possible, attends, je suis même pas coiffé et tout». Mais du coup, on va dire, la Émilie, authentique, elle se coiffe et elle se fait belle? Ou au contraire, est-ce qu'elle fait sa vidéo comme ça, brute? Ah bah non, elle se fait sa vidéo brute. OK, donc aujourd'hui, tu veux être la Émilie authentique ou la Émilie pas authentique? Ah bah, je vais être la Émilie authentique. Donc fais ta vidéo brute, tu vois? Et après même moi, je l'ai montré par l'exemple parce que j'ai fait une vidéo. En plus, faut voir comment la vidéo, je bégaye et tout. Je fais là une souris, je bégaye de fou. En vrai, c'est un peu un calvaire la vidéo limite, tu vois? Mais carrément, du coup, j'en rigole pendant la vidéo et c'est cette authenticité-là, la vraie, celle-là, là, qui pour moi est ouais, est primordiale et hyper importante et je crois que j'ai zappé du coup ta question de départ. Cette année Excuse-moi. qui vient, comment est-ce que tu te Ouais, positionnes pour ta créa de contenu? Est-ce que ça va être aussi important ou est-ce qu'au contraire, cette partie ouais. authenticité, ça va devenir et cette partie humaine et cette partie confiance, toi aussi tu l'as identifié comme quelque chose sur lequel tu allais te focaliser encore plus? OK, super. Est-ce que je peux faire aussi un partage du coup récent, Carrément. d'une prise de conscience que j'ai eue? OK, super. Je dirais que oui, déjà dans mon contenu, moi, je vais être de plus en plus authentique. C'est-à-dire que je vais développer ça à un degré différent. C'est-à-dire que là où je faisais pas trop de story avant, je vais en faire beaucoup plus. Donc à la fois des esthétiques avec une stratégie de story, mais à la fois juste des brutes comme ça parce que c'est ce que j'aime. Pareil dans Mmh. mon contenu, je vais moins chercher à faire de montage ou même payer de l'IA pour faire des montages, des trucs comme ça comme j'ai pu faire, mais plus faire du brut et par exemple du volume. Donc je sais que Mmh. je vais poster entre 2 et 3 fois par jour et cetera. Là, très récemment, dès la prochaine semaine, pour avoir vraiment une quantité de volume et tout et me pousser en fait à faire voilà, vraiment du brut et du très authentique, mais parce qu'en vrai, c'est pas la forme qui compte, mais c'est vraiment le fond de ce que tu vas dire, tu vois? Et les gens ne s'arrêtent plus aujourd'hui pour, juste ton montage ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est pertinent? Et pareil sur YouTube, je vais être, notamment beaucoup plus authentique et il y a quelque chose dont j'ai pris conscience et c'est depuis que j'ai rencontré, bah, cette fameuse, personne, avec qui, enfin qui est mon coaché, mais qui est aussi mon frérot aujourd'hui, qui s'appelle, du coup Dylan. Il y a 1 an et demi, qui, bah, quand je l'ai vu pour la première fois, on s'était rencontrés sur Paris. Bref, c'était un mec que j'avais prospecté pour faire très rapidement. Il m'a un peu contre-close, donc moi je l'ai accompagné business et lui m'a accompagné au niveau de la thérapie parce que moi ça allait pas dans ma vie à ce moment-là et donc on a fait un peu un échange de bons procédés, tu vois? Et en fait, lui, dès la première fois où je l'ai vu, moi, je suis venu avec mon petit polo, mon petit jean bien et cetera et lui et son pote, ils étaient là en mode un peu, jogging et tout, en mode: «Ouais, yo, comment tu vas? Nanana» et moi, du coup, hyper déstabilisé parce qu'en Mmh. fait, dans leur comportement, ils parlaient grave à mon enfant intérieur et Mmh. moi, c'est comme si, tu vois, pour être aimé ou je sais pas quoi et souvent dans l'entrepreneuriat, on le voit beaucoup, tu sais, c'est beaucoup dans une posture assez sérieuse, nanani nanana et on est très déconnecté souvent de notre enfant intérieur
et eux, du coup, bah, en fait, au final, ils m'ont fait ressortir, ils m'ont montré que je pouvais être aimé juste parce que j'étais comme un enfant quand il naît, en vrai, tu vois? Un enfant quand il Mmh. naît, il a il sait pas parler, il fait juste pipi caca, il dépend de toi, sinon il meurt et pourtant tu lui donnes tout l'amour du monde et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut faire pour être aimé alors qu'il suffit simplement d'être et se reconnecter à notre enfant intérieur et au fait qu'on peut être aimé aujourd'hui pour juste qui on est, sans vouloir montrer entre parenthèses une image parfaite ou quoi que ce soit et le parallèle que je voulais faire avec ça, c'est que tu vois récemment je suis allé à un événement du coup d'un entrepreneur, sur Paris et je sais que j'ai fait une, grosse impression là-bas, en tout cas je l'ai vu, parce que j'étais le mec qui est arrivé un peu en mode, bon, bah, moi avec ma vibe un peu américaine, tout ça, au niveau de mon style, mais tu sais très moi. C'est-à-dire que quand je vois les gens, même des mecs, qui ont pu être mes mentors, nin limite je leur fais un peu un câlin et tu sais quand je les check, je mets tout le temps l'épaule et tu sais un peu, bah, voilà, c'est bah, après c'est ma DA et cetera. Mais tu sais j'étais très moi, très je rigole et tu sais je me prends pas au sérieux. Mais à la fois, parce qu'en fait, je sais que j'ai pas besoin d'essayer de créer une bonne image pour que les gens me prennent au sérieux. Au contraire, plus je vais être moi et tout, plus limite je vais me différencier Mmh. et je sais que, bah, après l'événement, j'ai dû recevoir une dizaine de messages de personnes qui m'ont dit: «Nathan, c'était un plaisir de te rencontrer. Ouais, j'étais une super bonne personne et tout. Tu es vrai et cetera, authentique, je kiffe» Mmh. et je sais que, bah, c'est même ça qui est derrière, bah, créer de la confiance. Tu peux créer plus de contacts. Enfin, il y a bref, ça se développe à un autre niveau et je remarque que dans l'entrepreneuriat, c'est un problème qu'il y a, c'est que et parce que je passais par là et aujourd'hui je peux le dire, on se déconnecte beaucoup de notre enfant intérieur et on a trop l'impression qu'il faut qu'on soit dans une certaine posture ou habillé d'une certaine manière ou nanana pour, que les gens nous accordent la valeur, qu'on veut qu'ils nous accordent alors qu'en Mmh. vrai non, juste sois toi, te prends pas au sérieux, kiffe et c'est pas parce que tu te prends pas au sérieux que tu es pas un crack en fait, tu vois? Parce que Mmh. du coup Zidane et tout, il se prend pas au sérieux, mais faut voir le crack que c'est, mais de malade. Je dis: «Mais le gars, c'est un truc de ouf, il m'a transformé ma vie ce mec», tu vois? Comme j'ai transformé la sienne, je suis trop content, mais il m'a impacté de malade, il m'a transformé. Et aujourd'hui, je le remercie et j'ai tout l'amour du monde pour cette personne. Mais enfin bref, tout ça pour dire, je vais pas m'éparpiller plus, mais que ouais, c'est hyper important de se reconnecter à son enfant intérieur et pour moi, c'est de là que part la vraie authenticité, tu vois? Hyper pertinent. Je vais ajouter un premier point de nuance. Je pense que l'authenticité et même si tu en fais pas la nuance dans ce que tu dis, je pense que tu le penses aussi, ça veut pas dire tout montrer. Dans le sens où être authentique, c'est être soi, mais je pense que tout montrer n'intéresse pas les gens parce que et notamment dans notre monde à nous, dans le sens où on n'est pas non plus des influenceurs et donc Mmh. les gens ont pas besoin de savoir, heu, comment est-ce que je fais mon brushing le matin, quand je suis une fille. Je fais pas de brushing personnellement, mais comment est-ce que je fais mon brushing? Est-ce que je me mets de la crème sur le visage? Oui, oui. À quelle heure je me lève et cetera. Ça franchement, les gens s'en moquent. Je pense que pour n'importe quelle personne qui nous écoute et qui justement se dit: «Bah, j'aimerais bien être authentique, mais je sais pas quoi montrer», c'est être soi et montrer de manière intentionnelle ce qui va intéresser une audience, ce qui va vraiment lui apporter, de la valeur et surtout répondre à, ce qu'elle recherche dans du contenu et effectivement, elle recherche pas forcément, de voir du matériel donc effectivement le show up des lambeaux et cetera n'intéressera personne, je Mmh, pense, aujourd'hui dans une audience, sophistiquée. mmh, Mais c'est, ce qui va intéresser les gens, c'est une histoire, qui va les inspirer. C'est, un parcours, c'est, des conseils, c'est des choses applicables. C'est un être humain, en fait. mmh, Pas forcément sur toutes ses facettes, mais sur les facettes qui peuvent vraiment servir à autrui et je pense que cette notion-là d'authenticité, elle est hyper importante et surtout elle est à maîtriser au fur et à mesure et la question que j'ai envie de te poser, c'est, hem comment est-ce que dans cette capacité d'authenticité, parce que j'ai regardé un petit peu tes contenus et régulièrement tu te mets en avant, à travers des contenus, relativement authentiques et parfois c'est dans la rue, parfois c'est pas du tout chez toi, dans un cadre que tu maîtrises, et mmh, donc du coup, il y a forcément des gens qui regardent, des gens qui y pensent, même si c'est beaucoup moins le cas que ce qu'on croit, mais ce que je veux bien entendre, c'est ta perception de ça, justement, de ce regard des autres. Comment est-ce qu'elle a évolué? Parce que peut-être qu'elle a évolué aussi, dans ta manière de te filmer en ouais. public, et comment elle a évolué? Alors c'est une trop bonne question. Déjà, je tiens moi à venir préciser, une précision et une croyance que j'ai vis-à-vis, du regard des autres. Mmh. Souvent et moi je l'ai remarqué et je vais en faire part rapidement, c'est que souvent on n'est pas dérangé par le regard des autres, on est dérangé par le regard d'un groupe, d'une personne ou d'une personne en particulier et souvent quand on met de la conscience dessus, on peut capter là où ça vient. Moi, par exemple, je sais qu'au début quand j'ai commencé les réseaux, bah, fallait que je me fasse de la pub avec mon compte perso
tu vois? Où j'ai les 300 abos, un truc comme ça, parce que voilà, je suis pas trop sur les réseaux. J'ai 300 abos, nanana. Il fallait que je fasse de la pub pour mon compte que je commençais de 0, mais j'avais du mal à reposter mes contenus dans ma story et je sentais que c'était par rapport au regard des gens et en fait, à un moment, j'ai identifié, parce que j'étais tombé sur une vidéo qui en parlait de ce que je viens de dire juste avant, moi, cette définition qui m'a énormément parlé. J'ai identifié quel groupe de personnes ou quelle personne, bah, en fait, j'avais peur de son jugement et j'ai vu que c'était mon coach de proie, en fait, qui m'a fait faire les essais en N2 où j'avais peur qu'ils se disent: «Mais Nathan, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il devient influenceur, il fait quoi?» J'avais peur de cette croyance-là, enfin, j'avais cette croyance-là qu'il allait me juger entre parenthèses et quand j'ai mis de la confiance dessus, déjà, j'avais 50 du taf qui avait été fait et après, il fallait juste, que je mette, bah, ma tête sur pause et juste que, bah, je clique et au pire, juste après, je crois, je fermais Instagram carrément, tu vois? C'est un peu comme quand tu envoies un message, je sais pas, à une fille ou un peu risqué, nanana, tu sais, quand tu es petit, quand tu dis: «Je t'aime», je sais pas, à une fille ou quoi, un peu risqué, boum, tu as limite jeté ton tel. Bah, c'était un peu la même énergie, tu vois? Sauf avec la story, tu vois? Et je dirais que déjà, bon, c'est définir un peu ce regard des autres là et c'est surtout ne pas faire de corrélation entre combien tu dois avoir d'abonnés pour t'autoriser à. Mmh. Parce C'est qu'il y a beaucoup hyper de personnes intéressant. qui ont cette croyance-là. J'ai vu un de mes coachés que j'avais eu, on avait un week-end sur Paris et cetera et le chien, il avait du mal à se filmer et tout dans la rue et moi, je lui ai dit: «Mais pourquoi tu mets ta caméra là? Tends ton bras». Il me dit: «Mais ah mais non, j'ose pas». Je dis: «OK». Il s'appelle Sam. Je lui dis: «OK Sam, là, si demain tu avais une chaîne YouTube là à 50 000 abos, tu lèves ton bras?» Il me fait: «Ah bah ouais». Bah, je fais: «Bah, comment tu veux devenir ce Sam avec 50 000 abos si tu fais pas déjà les actions que ce Sam devrait faire dans la matière?» Il Totalement me fait: «Ah d'accord. ouais, tu raison». Et là, il me dit: «Ah ouais, t'as raison, mais en fait de ouf» et là, il commence à s'autoriser à et là, il se connecte en fait à son Sam qui a réussi parce que souvent les gens en fait pensent que et c'est pareil, je vais finir sur ça, mais c'est comme, tu vois, par exemple, par rapport, je dis n'importe quoi, la liberté financière et tout et la liberté intérieure. Souvent les gens pensent que c'est dès que tu fais 10 000 € par mois, admettons que là, tu te sens bien, libre, en paix à l'intérieur de toi et cetera. Sauf que non, c'est faux. Mais c'est le fait de, au contraire, limite cultiver cette paix, cette chose à l'intérieur de toi, cette énergie d'abondance, de lâcher prise, de le fait d'avancer et cetera, qui va faire que tu vas pouvoir te rapprocher naturellement, avoir ces résultats. Et c'est pas dès l'obtention de ces résultats que tu vas ressentir ça, mais c'est bien avant. Parce que tu as tellement, bah, changé ta réalité intérieure que derrière ça s'est manifesté à l'extérieur. Et c'est pour Mmh. ça que les pros, tu vois, qui deviennent pros même dans le basket et tout, en vrai, ils sont contents, mais tu vois, ils sautent pas en mode: «Waouh, ça serait un truc de malade et tout». Non, parce que ils ont déjà le comportement du pro. Donc c'est-à-dire que c'est une évidence derrière qu'ils deviennent pro et c'est OK, ils sont contents, ils sont fiers d'eux parce que derrière il peut y avoir de l'émotion et tout, tu vois? De: «Ah, donc ça s'est vraiment passé, c'est trop bien». En gros, un moment de réalisation, mais en vrai, genre, ils ont pas ce truc où ils sauteraient et cetera, ils seraient trop excités parce qu'en vrai, enfin, leur réalité intérieure a déjà été modélisée donc pour eux, c'est une évidence, tu vois? Donc voilà, je partagerais ça par rapport à ce que tu m'as demandé. Totalement d'accord et totalement aligné avec ce message. Il y a un moment déjà, avant de faire ce podcast, j'avais fait une petite série de vlogs et dans un de ces vlogs, je disais effectivement un peu la même chose. L'idée qu'en fait, il y a pas de légitimité à se vloguer ou à se mettre en avant ou à faire du Mmh. contenu. Hem, Dans le sens où effectivement et c'est exactement ce que tu dis, heu, toutes les personnes qu'on admire aujourd'hui, qui ont des grosses communautés, qui, en fait, le un exercice que je trouve intéressant, c'est d'aller regarder les plus anciennes vidéos de ces gens-là. C'est toujours Ouais, extrêmement drôle à voir. Parce qu'en ouais, fait, de tu ouf. commences directement à se mettre dans ce personnage-là de, «J'ai la légitimité», mais au début, c'est mauvais, très honnêtement, tu sens que c'est pas travaillé, que, ils Bah oui. tâtonnent, que c'est pas des pros et en fait, je pense que, hem, l'avis que tu donnes, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, comment dire? En général, ce qui compte, c'est pas forcément la personne qu'on est à l'instant où on fait les choses, c'est la personne qu'on devient. Et c'est cette personne qu'on devient qui obtient les résultats, de cette personne. Dans le sens où, peu importe qui on est, si par exemple j'ai envie d'être un chef d'entreprise, bah, je dois agir comme un chef d'entreprise avant d'être chef d'entreprise, tu vois? Exactement. Si je veux un tel résultat financier, bah, il faut que j'agisse comme cette personne-là et ce que je trouve hyper intéressant, c'est du coup de pas réfléchir en, «Pourquoi est-ce que moi j'ai pas ça?» Genre faut que je fasse Mmh, tant de chiffres et je l'ai pas, machin. mmh. Qu'est-ce que j'ai pas, mais plutôt qu'est-ce que je fais pas? Et donc du coup, bah, concrètement, heu, est-ce que j'agis comme cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Comment est-ce qu'elle pense? Dans telle situation, comment est-ce Ah. qu'elle réagit? Et du coup, faire la même chose et je pense que ça nous rapproche beaucoup plus rapidement de cette personne et du coup de ses résultats, Mmh. que de se focaliser sur le résultat lui-même et c'est ce qu'on disait avec Louis Frambeau. Je pense qu'il y a un autre point et je suis intéressé à l'idée d'avoir ton avis là-dessus. Hem,
les gens se focalisent généralement sur le résultat que quelqu'un obtient et que ou que eux veulent, au lieu de se focaliser sur l'action en elle-même et du coup, ils se donnent des objectifs de résultats, du genre: «Il Mmh. faut que je fasse tant par mois, il faut que, j'ai tant d'abonnés». C'est en général des objectifs du coup qui sont pas contrôlables. C'est-à-dire que quand ils les Ouais. atteignent pas, du coup leur confiance en eux, l'estime d'eux-mêmes, elle est au niveau zéro parce qu'ils Mmh. ont pas Ouais. atteint, ils sont déçus et cetera. Au lieu de se donner l'objectif de juste: «J'agis» et Louis me faisait une métaphore que j'ai trouvée géniale. Pour un match, par exemple de foot ou de basket, le coach peut donner 2 types d'objectifs. Vous devez gagner ce match, absolument, ou alors vous devez donner tout ce que vous avez. À la fin du match, vous devez être éclaté. Vraiment, vous devez être mort. Et il y a un des Mmh. 2 objectifs qui est contrôlable parce qu'ils peuvent tomber sur une équipe ultra forte qui pourront de toute façon pas battre ou alors, une équipe très faible qui pourront battre. Mmh. Donc ça, c'est pas contrôlable. Ouais. Ou alors, ils ont tout donné et dans tous les cas, c'est contrôlable que par eux-mêmes et donc du coup, ils seront de toute façon satisfaits d'eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils ont tout donné et qu'ils étaient, sur le papier plus forts, bah, logiquement, ils gagnent et s'ils ont tout donné mais que de toute façon, ils devaient perdre, bah, ils auront perdu mais la tête haute. Et je trouve ça hyper intéressant. Je suis vraiment curieux d'avoir ton avis là-dessus, sur la fixation d'objectifs. Est-ce que toi, tu te fixes au quotidien et tu fixes à tes élèves des objectifs de résultats ou plutôt des objectifs d'action? OK, c'est une trop bonne question et c'est marrant parce que du coup, ça me fait revenir au début de l'appel où tu as distingué les 2 mots dont je parle à chaque fois. Mmh. Pour moi, c'est toujours une question d'intention. C'est-à-dire qu'il y a une de mes coachées, je lui ai dit: «C'est quoi tes objectifs de fin d'année?» Parce que moi, j'aurais fait faire des objectifs de fin d'année. Je les ai obligés à faire des objectifs de fin d'année, 3 objectifs pro, 3 objectifs perso, 3 objectifs, amour, plaisir, partage, pour leur année, pour vraiment savoir où ils vont. Et elle me dit: «Ouais, non, moi, j'aime pas me fixer d'objectifs». Je dis: «Comment ça, tu aimes pas te fixer d'objectifs? Mais tu sais qu'il va falloir que tu t'en fixes si tu veux savoir où tu vas». Elle me dit: «Mais non, mais j'aime pas, ça me met la pression». Je dis: «Oui, mais c'est parce que c'est une question d'attention. Toi, tu te mets l'objectif en mode: "Il faut que j'ai"». En gros et si j'ai pas, boum, ça vient jouer dans mon intégrité. Sauf que Mmh. non, c'est une question d'intention, tu sais? En fait, il faut que tu mettes juste la bonne intention. Je mets cet objectif pour aller vers. Maintenant l'obtention de cet objectif, je ne suis pas Dieu. Donc en vrai, je ne peux pas savoir si je vais l'obtenir. Par contre, ça me permet d'avoir de la clarté vers ce vers quoi je vais aller et de mettre juste au quotidien les actions en place. Donc c'est-à-dire que mes coachés, je vais leur dire de se mettre des objectifs, tu vois? Mais Mmh. avec l'intention pas d'obtenir et d'avoir le contrôle et cetera, donc d'être dans une énergie de désir, de manque, une énergie, tu une fréquence vibratoire basse, mais d'être plutôt dans une énergie de lâcher prise, tu vois? D'abondance, de je me mets ça pour juste savoir la direction, voir le chemin en fait, tu vois? Comme Mmh. si tu avais une lampe dans la nuit, bah, tu vois le chemin et pour pouvoir moi avancer, éviter les trous, les crevasses pour ne pas me tordre la cheville et aller, avancer au mieux, tu vois? Donc je dirais que c'est toujours une question d'intention au niveau des objectifs et comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est même par exemple par rapport au coach. Le coach, il peut dire: «En vrai, allez les gars, l'objectif, c'est qu'on gagne le match, mais moi, ce que je veux le plus en vrai, parce qu'en vrai, j'en ai un peu rien à faire qu'on gagne le match ou quoi, c'est vraiment juste que vous donniez le meilleur de vous-même pour qu'on gagne le match, mais le plus important, c'est que vous donniez le meilleur de vous-même» et le fait de mettre l'intention, genre, même mettre l'objectif de gagner le match, mais avec cette intention de plus, bah, sur eux-mêmes, sur, le fait qu'ils se donnent et cetera, bah, c'est ça qui fait toute la différence, tu vois? Donc c'est très subtil, mais c'est toujours une question, d'intention. Donc pour moi, c'est très important d'avoir des objectifs, sinon tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas Mmh. vers quoi tu te diriges, mais sans chercher à avoir le contrôle et obtenir à la fin et tout remettre en question. Parce qu'en vrai, si je dois finir rapidement là-dessus, j'ai fait 12 ans de basket, je voulais devenir pro. Si chaque année je me demandais: «Est-ce que je suis devenu pro?» Mais laisse tomber, je réussis comment je tiens 12 ans à m'entraîner chaque jour sans relâche si je mon delta, c'est: «Est-ce que je suis devenu pro?» C'est comme si, Mmh. genre, il y avait un trésor là, comme si moi j'étais là en petit bonhomme, genre il y avait un bloc noir ici et genre, j'étais en mode juste: «Est-ce que je suis devenu pro? Ah non» et donc Mmh. bah, forcément après j'étais dans un down et même dans le business au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, je vais abandonner. Alors que si je suis en mode: il y a le petit bonhomme là, le trésor là et je visualise une échelle et je vois chaque petit pas. Donc dans le basket, je vois que, ah bah, je suis meilleur que l'année dernière sur mon dribble. Ah, je vois que j'ai amélioré mon dribble, je vois que j'ai amélioré mon shoot. Ah, je vois que j'ai amélioré mon QI basket. Ah, je vois que je m'améliore au fur et à mesure sur ça et en fait, je vois tous les petits points sur lesquels je m'améliore et l'intention de devenir pro, c'est juste, voilà, l'intention parce que je sais que je vais aller vers mais finalement, je me concentre sur toutes les petites actions que je mets au quotidien pour aller vers ça. Bah, c'est là que tout se fait, tout le changement se crée et Mmh. derrière, c'est pensée, émotion, action, résultat et donc derrière, c'est du tout droit, tu vois? Et c'est juste la question de temporalité qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais et chacun a son processus, tu vois? C'est trop bien parce que tu vois, au début de ton propos, j'avais envie de te contredire et à la fin de ton propos, je te contredis pas, je veux juste une précision. Hem, Quand tu dis le terme objectif,
étant donné qu'il y a pas de temporalité, j'aime mieux dire le terme direction qu'objectif. Dans le sens Ouais, où en fait ça donne plus, tu vois, genre j'ai une flèche et je vais vers où, tu vois? ouais, Mais, pour moi la notion d'objectif dans la tête de la plupart des gens, c'est quelque chose, tu vois, on entend beaucoup les objectifs SMART et du coup il y a le la ouais, temporalité qui est notée et tout, temporalité. et je pense que du coup, le terme objectif pour moi est très spécifique, et du coup ce que disait Louis m'a un peu retourné le cerveau dans le dernier podcast, parce qu'en fait, je trouvais ça très pertinent. C'est de dire qu'en fait, mon seul objectif, il est uniquement lié à moi et Mmh, à mon champ de contrôle, et du coup, juste, je me focalise sur, je m'améliore là-dessus, je travaille sur ça, je mets de l'intention, comme tu le disais, et ça, c'est très mmh, pertinent, et je pense que la direction, c'est plus, je veux aller vers où? Je veux développer mon entreprise, je veux développer ma personal brand, je veux, devenir meilleur dans ce sport, faire ceci, faire mmh, cela, ou voilà, atteindre, tel niveau de ouais, développement, de croissance, mais il y a pas de temporalité comme tu le disais. Je pense que c'est juste le terme à noter, et tu vois, c'est un peu la citation que je donnais tout à l'heure. Vouloir devenir riche très rapidement, en fait, c'est le pire moyen, c'est la pire direction, parce que du coup, tu mets une temporalité qui est ultra courte sur un truc que tu contrôles pas. Et donc du coup, tu cherches des techniques qui ont aucun sens et qui parfois te mènent à effectivement à faire des choses qui sont pas du tout logiques, mmh, ni forcément très éthiques. Et du mmh, coup, pour ajouter, peut-être une petite nuance, je pense que c'est ultra pertinent de se fixer une direction, ce que tu as finalement fixé avec, tes élèves, et mmh, après se focaliser sur la gratitude qu'on a de s'améliorer sur des points de détail qui nous rapprochent de cette direction, en fait. Je pense c'est que c'est ça. surtout ça, en fait. C'est exactement ça et en fait, tu vois, c'est marrant, mais c'est toujours une question de définition et Mmh, comment on perçoit la chose. Tu vois, c'est comme, bah, les personnes qui ont du mal avec la prospection, tu vois? mmh, Alors, j'ai certains de mes coachés qui peuvent avoir un peu de mal avec ça, même prospecter leurs abonnés. Mais en fait, quand je leur demande: «C'est quoi la prospection?» En fait, la tout ce qu'ils ont construit autour de ça, c'est genre SFR qui t'appelle à 6 heures du matin et qui te saoule tous les dimanches là parce mmh, qu'ils veulent que tu achètes le forfait au plus haut. Alors que quand je leur dis: «Moi, ma définition de la prospection, c'est rentrer en contact avec les gens, vraiment m'intéresser à eux pour voir si je peux les aider». mmh, Bah, ils sont en mode: «Ah bah, oui, si c'est ça la définition de la prospection, bah, oui, bah, j'aime prospecter, en fait». Bah, je dis: «Bah, en fait, c'est juste à toi de savoir c'est quoi ta définition». C'est comme la définition de la vente. Si la définition de la vente, c'est un peu loup de Wall Street, c'est juste faire de l'argent pour faire de l'argent, ouais, tu vas, voir de la mauvaise manière. Par contre, si ta définition de la vente, c'est aider la personne à incarner la meilleure version d'elle-même pour qu'elle puisse prendre la meilleure décision à la fin de cet appel, pour elle, pour aller vers ses objectifs, ah bah, moi, tu peux me dire que je suis un gros vendeur, hein. Parce que c'est mon objectif, que la personne incarne ta meilleure version, qui a confiance, qui choisit la voie du courage et qui veut aller vers, tu vois? mmh, Donc c'est toujours une question, voilà, de de définition des termes et tu vois, toi, par exemple, bah, cette définition est plutôt employer le mot direction et tout. C'est ouais, c'est quelque chose, en fait, qui, bah, parle plus même à certaines personnes qui nous écoutent. Bah, elles voilà, reprenez, voilà, les termes de Thomas et cetera et si, il y a des choses que j'ai dit qui vous parlent plus, enfin, carrément. plus toujours une question de qu'est-ce qui nous parle le plus et toujours une question de, ouais, subtilité et quelle définition on a des mots, tu vois? C'est, exactement ce que j'en pense aussi. Je pense qu'il y a une question de perception des mots, et tu vois, c'est des points de détail. Je pense que sur le fond, on est, relativement, On est voire, on est totalement raccord. alignés. Ouais. Revenons un petit peu à toi, et à ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, tu vois, suite à ce parcours dans le basket, Mmh. et justement à cette transition-là vers, une création de contenu, la création d'une communauté, qui avait pour premier objectif de motiver les gens et de les aider à rester, focalisés sur leurs objectifs, sur une vraie mentalité de croissance personnelle. Mmh. Suite à ça, du coup, tu m'as dit que tu étais un peu, naturellement redirigé vers le modèle de l'accompagnement en ligne. Ouais. Donc ça, c'était déjà il y a quelques années, il me semble, 1 an Mmh. et demi, 2 ans, voire un peu plus. Mmh. Hem Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est développé? Tu as aidé combien de personnes? Sur quel sujet? Comment tu t'es structuré? Voilà, comment ça s'est passé ensuite? Bah, c'est une super question. Déjà, je dirais que j'ai commencé pour moi l'entrepreneuriat parce que c'est là où j'ai commencé à me faire accompagner et cetera. J'ai vraiment commencé l'entrepreneuriat, donc pas les réseaux, hein, mais vraiment le côté entrepreneurial, en juin 2024. Donc c'est là où j'ai pris mon premier accompagnement. Donc j'ai, ouais, développé un accompagnement axé dev perso et au bout de 2 mois, j'ai réussi à vivre, en fait, de mon activité. Et rapidement, vu que je sais que j'adore les neurosciences, j'adore la vente et tout, vu que je pouvais vivre de quelque chose que j'aimais, je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi pas aider, plus de monde à vivre de quelque chose qu'ils aiment?» Donc même si je me suis tourné vers le modèle de l'accompagnement, même maintenant en business avec une cible plus précise et cetera, il y a toujours ce côté, en fait, dev perso, du pourquoi je me suis lancé, qui est très important pour moi de garder
Et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, dans ma méthode, aujourd'hui, j'allie vraiment business et spiritualité. Et pour vraiment faire la chronologie des faits, j'ai commencé en août, bon 2024 je crois, il me semble, août 2024, septembre plutôt, septembre 2024, à créer mon accompagnement en business pour aider les gens à vivre de leur passion. Et je l'ai développé. Du coup, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi environ, du coup, que j'ai développé ça. Sur le côté business, du coup, pas dev perso, parce que dev perso, j'ai plus trop de mémoire. J'ai dû accompagner peut-être dev perso une vingtaine de personnes, un truc comme ça. Et sur le côté, du coup, vraiment business, aujourd'hui, je dois être à 50 coachs, thérapeutes, accompagnés du coup, et même et aussi certaines personnes qui voulaient juste vivre de leur passion, donc j'ai des photographes, des choses comme ça. Mais je suis à plus d'une cinquantaine de personnes, ouais, accompagnées, du coup, à se développer, à vivre, de leur activité en ligne. Donc avec une méthode qui allie business et spiritualité pour, voilà, être aligné dans le processus, kiffer, mais tout en ayant des résultats et en étant connecté à une énergie d'abondance et pas de manque comme, la plupart des personnes souvent peuvent s'y connecter, tu vois? OK. Et du coup, c'est des personnes que tu aides, sur quelle temporalité de temps? Est-ce que c'est des gens que tu accompagnes à l'année? Est-ce que tu les accompagnes sur du très court terme? Est-ce que tu les fidélises? Comment est-ce que tu travailles avec eux? Alors au départ, j'avais développé un accompagnement sur, 3-4 mois. Mmh. Après, j'ai rapidement vu que en fait, parce que du coup mes premiers coachés, ils ont eu des résultats dès les premiers 2 mois, 3 mois, enfin c'était très rapide. Sauf qu'après du coup, j'ai vu qu'il y a d'autres personnes, bah, niveau mindset, ça pouvait bloquer et en fait, c'était plus une question d'extérieur, mais au niveau du coup du mindset et cetera, bah, ça pouvait prendre plus de temps. Et donc Mmh. aujourd'hui, j'ai un accompagnement qui dure 6 mois. OK. Donc, avec le suivi en one one avec moi et après j'ai une autre offre sur 1 an avec, juste l'accès au coaching de groupe si jamais la personne ne peut pas prendre l'offre en one one avec moi. Du coup, tu vois, je OK. vais avoir différentes offres et cetera avec, moi plus ou moins présent avec la personne, donc le prix va varier beaucoup en fonction de ça et donc voilà. Et en termes de prix, du coup, ouais, je suis sur des, offres, tu sais, high ticket, donc à des milliers d'euros. Donc j'ai commencé à 2 500 et aujourd'hui, bah, j'ai des offres qui sont plus élevées que ça, et différentes offres, du coup. OK. OK, OK. Hyper intéressant. J'ai envie de te poser une question. Je te la poserai juste après. Ça me fait juste penser que, tu vois, ce nombre de personnes-là qui sont venues te voir et qui ont pris tes services, tu parlais notamment du fait que tu as toujours gardé la raison pour laquelle tu t'étais lancé. Ça me fait Mmh, penser à une, citation de Simon Sinek que tu dois, je probablement bien connaître, au mmh, vu de ton sujet d'accompagnement. Hem, il explique que les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais ils achètent pourquoi tu le fais. mmh. Et du coup, ce que je trouve hyper pertinent et j'aimerais avoir, ton retour d'expérience, notamment sur les gens qui justement ont acheté chez toi. Est-ce que ces gens-là, la plupart du temps, hem, t'ont exprimé le fait que, ce qu'ils ont vu de toi en termes d'authenticité, de vulnérabilité, ce qu'ils connaissent de toi, ça a joué un un point, minoritaire, majoritaire, voire, quasiment, le principal, heu, la principale raison en fait pour laquelle ils ont pris chez toi et pas chez quelqu'un d'autre? Bah, c'est une super question et ça me fait penser, ouais, au golden circle avec, le why, le Mmh, comment et après le pourquoi en un mot. tout à fait. Mais, ouais, je dirais que clairement, les gens qui m'ont rejoint, je crois Mmh. que la plupart de mes coachés, hein, il me semble, si je dis pas n'importe quoi, et même d'autres personnes que j'ai pu ne pas accompagner, souvent, même dès le premier appel, souvent j'ai des compliments directement, genre de: «Ah, j'ai vu ton post sur ton histoire, ça m'a grave parlé». Bon, moi, je me suis pas fait les croiser, mais genre, sur ce que tu as vécu, moi, par rapport à ce que j'ai vécu, bah, je sais pas, ça m'a parlé et ton why et tout, enfin, tu sais, ils ressentent que c'est fait avec le cœur et donc Mmh. bah, ça leur parle. Et ouais, souvent ou quand les personnes n'avaient pas vu ce post-là, souvent mes coachés me demandaient: «Ouais, Nathan, du coup, enfin, j'aimerais savoir, toi, juste, voilà, si je peux te poser une question, pourquoi tu fais tout ça?» Et souvent, ils ont besoin un peu de savoir ce pourquoi et je vois qu'une fois qu'ils ont le pourquoi, une fois que je leur dis, je le vois même à leur langage corporel et cetera, il y a une ouverture qui est autre. C'est-à-dire que déjà, de base, ils étaient très ouverts, Mmh. mais ils ressentent encore plus que ce que je fais, c'est vraiment avec le cœur, que c'est pas juste pour une question d'argent, mais que vraiment pour moi, l'impact prime premièrement sur, l'argent. C'est-à-dire que s'il y a une personne que je vois, je peux pas aider, je ne vais pas chercher à la prendre et à l'aider. C'est si je vois que, bah, elle correspond au profil que j'accompagne et que je crois profondément dans le fait que je peux l'aider et j'en suis sûr à 100 que je vais, bah, du coup, bah, tu vois, lui proposer, l'offre. Là où Mmh. je sais que certaines Mmh. personnes pourraient être en mode: «Je m'en fous». Sauf que moi, du coup, bah, je sais que la pérennité d'une boîte se fait par, bah, les témoignages clients et si tu veux pas que, voilà, ta boîte dure 1-2 ans et oui, OK, tu as fait peut-être des centaines de milliers d'euros, c'est cool, mais au final après, bah, ta boîte coule, bah, il faut en fait, comprendre cet aspect-là et comprendre que, le fait de choisir et déjà même moi d'être dans cette mentalité de choisir mes clients,
bah, ça me permettra même à plus haut niveau, quand j'aurai beaucoup plus de monde, d'être encore plus dans cette sélection, encore plus, tu vois? Enfin bref, c'est du détail, mais dans l'idée, oui, genre pour répondre à ta question, le pourquoi est très important, il m'a souvent été demandé et c'est Mmh. vraiment quelque chose qui rapproche et qui crée un vrai lien profond avec la personne en face. C'est génial parce que du coup, ça ajoute une précision à cette citation. C'est que les gens ne font pas qu'acheter, heu pour la raison pour laquelle tu fais ça, Mmh, mais quand ils consomment l'offre, Hem, ils en sont d'autant plus satisfaits et engagés parce qu'ils connaissent et comprennent et voient le pourquoi de l'intérieur. Ça, c'est super ouais, intéressant parce que du coup, ça veut dire que entre le message, public du pourquoi et la réalité interne, vu qu'il y a un vrai alignement, ça fait que les gens achètent et les gens en plus consomment de la bonne manière. Du coup, tu augmentes encore plus les résultats, ce qui est hyper intéressant parce que du coup, ça veut dire que plus en fait, tu as effectivement cette authenticité même dans, ce que tu fais et pourquoi tu le fais, plus c'est vraiment le cas et mmh, plus les gens qui achètent vont avoir un niveau de satisfaction qui est élevé et consommer ton offre et l'utiliser, de la meilleure des manières possibles. En tout cas, vont, l'utiliser à son plein potentiel parce que justement, ils sont encore plus engagés dans ce processus parce qu'ils sont satisfaits de l'authenticité dont ils avaient entendu parler parce qu'elle est réelle et ça, c'est super ouais, c'est hyper intéressant. Je pense que d'après ce que tu me disais, justement, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. C'est des gens qui sont alignés entre, le message qu'ils montrent sur les réseaux et ce qu'ils font mmh, vraiment en termes d'offres, ce mmh, qu'ils délivrent vraiment et ce qu'ils sont, en fait. Je pense mmh, que ça manque de ça et tu vois, justement, cette volonté de faire de l'argent rapidement, hem bah, malheureusement, elle casse un peu des fois cette authenticité parce qu'il y a des gens qui veulent juste le résultat sans penser à tout ce qu'il y a à faire avant, et mmh, notamment avoir une offre déjà qui est alignée avec eux-mêmes. Parce qu'en fait, ouais, ça c'est commence par bête, là. mais c'est finalement ce qui marche le mieux. C'est quelque Ouais, chose qui t'est propre ouais, et clairement. je pense que ça manque beaucoup. Ouais, je suis raccord avec ça de fou. Mmh. Hem, Justement, maintenant que tu as cet accompagnement qui fonctionne bien, tu vois, 50 personnes, plus 20 personnes avant, voilà, ça commence à faire, un certain nombre de personnes quand même. Mmh. C'est quoi ton ambition là pour la suite? Comment est-ce que tu te projettes justement dans ce modèle-là? Est-ce que tu penses que tu feras ça toute ta vie? Est-ce qu'au contraire tu te vois, plus large et tu vois d'autres projets dans ta vie, Mmh. d'autres niveaux? Voilà, qu'est-ce que tu vises comme, direction ou objectif en fonction du terme qu'on choisit? C'est quoi la tienne? Super question. Je dirais que la vision que j'ai sur, moi, la suite, concernant même mon entreprise et cetera, alors je pense pas me voir faire ça toute ma vie, Mmh. honnêtement. Je pense qu'on a besoin de mouvement, tu sais? Il y a toujours besoin de et on se découvre aussi quelque part et je sais que moi, là où j'excelle vraiment, c'est le présentiel. Donc je sais que si à terme, limite, je peux faire que des événements après, même en présentiel et cetera, ou vraiment inclure dans mes offres à fond du présentiel, tout ça, Mmh. bah, ce sera là où je vais le plus exceller et je pense que je vais pas mal kiffer. Donc, à voir ce que la vie me réservera là-dessus, mais en tout cas, je sais que je vais par exemple, cette année, je compte, c'est dans mes voilà, dans mes objectifs, slash direction, du coup, de créer mon 1er séminaire et cetera cette année, même mes premiers événements en présentiel. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je dirais que au niveau de la vision d'entreprise que j'ai, c'est que, ouais, j'aimerais vraiment que ça enfin voilà, que mon entreprise, scale, mais quand j'emploie le terme scale, c'est pas que financièrement, mais du coup, c'est forcément après c'est corrélé, mais c'est en termes d'impact, de personnes qu'on va avoir tous les mois et cetera, pour qu'ensuite, bah, tout cet argent, qu'on va pouvoir faire puisse aussi du coup, bah, parce qu'en fait, j'ai pour objectif de vraiment créer une grosse structure en ligne qui, mêlera des personnes qui sont experts, tu vois? Comme je t'ai dit, en MBTI, en énéagramme, en des choses comme ça, en human design et cetera. Pour que quand les personnes rentrent, en fait, dans mon accompagnement, elles ressortent avec une connaissance d'eux-mêmes qui est, genre, multipliée par, genre, 10 et qu'elles aient des connaissances que même il y en a, bah, ils meurent, tu vois? Et ils n'auront jamais eu, tu vois, de leur vie. Et donc en quelques mois, bah, plein de choses shift et cetera, qui découvrent leur zone de génie, enfin, que vraiment il y ait une quelque chose de poussé au niveau de la compréhension de soi, plus qu'il y ait de l'action business et cetera pour qu'ils vivent de leur passion et pour que finalement, bah, ce soit encore plus facile pour eux, bah, de vivre de ce qu'ils aiment tout en étant full alignés et en se comprenant à on va dire à 100 même si on se comprend jamais réellement à 100 et on apprend toujours sur nous. Mmh. Mais dans l'idée, c'est la vision que j'ai donc bah, objectif de, bah, c'est faire scaler moi cette entreprise pour avoir de plus en plus d'impact, pouvoir recruter des professionnels, et voilà, en fait, pouvoir apporter encore plus de valeur, que ce soit sur le côté, business, donc financier, mais sur le côté surtout aussi humain et personnel, donc sur le côté alignement, tu vois? D'autant plus.
Trop bien et justement dans cette quête-là relativement ambitieuse quand même de scale et même de volonté de faire du projet en présentiel qui va être, forcément aussi un vrai changement pour toi, mais qui peut aussi te mener à, des nouveaux paliers de développement et d'impact. Comment est-ce que tu allies ça à tout ce qu'on s'est dit avant sur, la quête de paix, d'alignement, de sens? Comment est-ce qu'on allie une forte ambition, une ambition vraiment poussée, à justement cette quête d'apaisement et de sens, et du coup de travail vraiment très, très intérieur? Mmh. Voilà, comment est-ce que tu allies ça toi de ton côté? Quand tu dis: «Comment est-ce que j'allie ça?» est-ce que tu pourrais, me dire un peu plus précisément? Est-ce que c'est comment moi, genre, je fais pour être en paix avec moi? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est comment je Alors, fais m pour être en paix ma avec moi? question, c'est plutôt que, d'un côté, ce que je vois, c'est que justement, le développement d'une activité, le développement, d'une entreprise, Ouais. le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui rentrent et cetera, me Mmh. donne un aspect un peu excitant, un peu, accélérateur, si tu veux, Ouais. dans ta vie et de l'autre côté, tu as la partie, justement apaisement, quête du subconscient, où justement il y a besoin de prendre du recul. Comment est-ce que tu fais pour trouver cette espèce d'équilibre entre: «Je veux accélérer les choses dans ma vie pro» et en même temps pas décélérer, mais prendre le temps du côté, quête de soi, sachant que toi et moi, on est relativement jeunes, on est encore dans la vingtaine. Comment est-ce que tu fais pour allier les 2? C'est une très bonne question et du coup, c'est toute la base de mon accompagnement même, déjà maintenant. C'est déjà comprendre et conscientiser que toute cette paix que vous voulez dans votre vie, ce bonheur, le fait d'être aimé, souvent il y a aussi beaucoup cette quête-là, bah, tout vous est accessible et directement là, à l'intérieur de vous, en gros. Et c'est pas le fait de faire X chiffre financier ou quoi qui va vous faire être plus heureux ou quoi. Parce qu'en réalité, et ça, les gens ont du mal à le comprendre, l'argent, c'est un amplificateur de qui vous êtes. Donc Mmh, typiquement, si tu as 1 000 € sur ton compte, tu es radin, tu ne fais pas de dons à des associations et cetera, tu ne laisses pas de pourboire au resto, il ne faut pas croire que quand tu auras 10 000 € sur ton compte, et bah, tu feras, des petits dons à des associations et cetera. Non, tu seras encore 10 fois plus radin parce que vu que tu aurais été dans une énergie de manque, de peur à 1 000 € sur ton compte, bah, si tu as 10 000 € de plus, enfin, tu as 10 000 € sur ton compte, bah, tu as plus peur de perdre 10 000 € que 1 000 €, tu vois? Et souvent les gens pensent qu'une fois qu'ils seront riches, qu'ils auront de l'argent, là, ils feront des dons. Sauf que non, en fait, tout commence à la plus basse échelle et à juste, bah, oui, tu vas pas faire des pourboires à 200 € si tu gagnes 1 000 € par mois et ce sera peut-être 1 €, mais c'est déjà à ton échelle, tu es déjà dans cet amour, dans ce don mmh, et je dirais que c'est vraiment conscientiser tout ça et conscientiser que toute cette paix, tout ce bonheur qu'on recherche, ce n'est pas on ne peut pas l'obtenir dans l'obtention de résultats extérieurs, donc dans le fait d'avoir plus d'argent ou d'avoir du matériel ou des choses comme ça et que toutes les clés, tout est déjà à l'intérieur de nous, cet amour et tout et que, bah, juste c'est une question de balance. Ça veut dire que tu as des périodes où tu vas devoir beaucoup bosser. Par exemple, peut-être tu vas bosser 2 mois et après tu vas prendre une pause d'une semaine. Après, c'est toujours trouver son rythme, de travail. Mais c'est ouais, être au courant que, bah, plus tu seras dans l'instant présent, plus tu pourras kiffer le processus et plus tu kifferas même ta vie. En fait, faut pas attendre d'avoir 40 ans et d'être millionnaire pour pouvoir se dire: «Ah là, je me laisse profiter». Parce qu'au contraire, en fait, comme j'ai dit, l'argent, c'est un amplificateur donc si tu as 1 000 € par mois, tu te laissais pas vivre et cetera et tu avais du mal à profiter de l'instant présent, quand tu fais 1 000 € par mois, tu auras une pression qui sera beaucoup plus grande, tu auras des équipes à gérer, tu as plein d'autres trucs que tu vois pas et qui, au contraire, au niveau de ta réalité intérieure et de ta paix intérieure, ce sera encore plus le bordel, tu vois? Là où tu mmh, pensais qu'à la base, ça serait tranquille, tu vois? Il y aurait moins de charges et c'est juste mettre de la conscience sur ça et comprendre que, c'est 2 mondes qui sont totalement différents et qu'il faut juste savoir, trouver son rythme de travail, prendre du repos et voir le repos comme un multiplicateur de tes résultats et travailler aussi, bah, dur, travailler bien, surtout, c'est ça le plus important et sur les choses qui ont le plus d'effet de levier dans ton business. Donc c'est souvent ce qu'on va procrastiner, tu vois? Mais c'est aller vraiment sur ça et y aller à fond. Tu vois, il y a une bonne métaphore et je vais finir avec ça, que j'aime bien donner. C'est à mes coachés, je leur ai dit parce que du coup, j'ai eu des problèmes de dos récemment et tout qui m'ont un peu immobilisé et ça m'a fait comprendre pas mal de choses. Je leur ai dit, par exemple, si on part du principe que chaque jour dans un mois, c'est un point de productivité d'avancer vers vos objectifs. Si vous bossez tous les jours, vous êtes à 30 points maximum sur un mois. OK? Maintenant, si vous voyez le repos comme un multiplicateur, vous, admettons, vous prenez 4 jours de repos. Ça veut dire, vous êtes à 26 points dans le mois, fois 4. Ça fait 54, ça fait 108. C'est-à-dire, vous êtes à 108 points. Ça veut dire qu'en bossant 4 jours de moins, vous gagnez plus de points et vous avancez plus vite que les personnes qui ont bossé tout le mois. Bah là, tu comprends que, OK, si tu as trop de temps de repos, bah, tu vas pas avancer.
Mais par contre, si tu as pas assez de temps de repos, en fait, tu vas finir par t'effondrer et tu vas même avancer moins vite que ceux qui prennent du temps de repos. Donc c'est vraiment trouver la balance et voir vraiment la vie comme ça et se dire que c'est pas, ouais, en travaillant dur et cetera et en fait, ça sert à rien de se dire: «Ouais, je me reposerai quand je serai mort», comme j'en ai entendu se dire ça, tu vois? OK, c'est cool, c'est sympa niveau mindset, mais en vrai, juste, bah, en fait, tu vas, entre parenthèses, «mourir de l'intérieur» bien avant d'atteindre tes objectifs et en fait, toute ta vie, tu vas courir après quelque chose que tu aurais pu avoir, bah, pendant ton processus et kiffer, tu vois? Donc je dirais que c'est, ouais, c'est ma vision des choses, donc pour répondre à ta question, c'est comme ça que moi je le vois, tu vois? C'est super intéressant. Du coup, je vais résumer, ce que tu viens de dire. Tu vas me dire si j'ai bien compris, mais Ouais. globalement, en fait, c'est relativement simple pour toi de gérer, cette capacité à justement, d'un côté, travailler ta paix intérieure et continuer de cette quête de sens perso et de l'autre Mmh, côté, de faire croître ton entreprise parce qu'en fait, ta manière de penser, c'est que faire croître ton entreprise, c'est pas forcément, être dans l'agitation perpétuelle, et du coup travailler tous les jours H24, mais au exact. contraire, c'est travailler sur des choses qui ont vraiment de l'impact, pas forcément en volume, mais plutôt en qualité et que du coup tout le reste du temps que tu as, c'est plutôt de la prise de recul et juste du travail sur toi, de Mmh, l'insight, de la réflexion. C'est hyper intéressant parce que, c'est une croyance qui est en train de changer dans l'imaginaire collectif, qui mmh, était, justement les Coggins, qui était de dire, tu dois te lever à 5 heures du matin et tu dois travailler 70 heures par semaine pour que ça réussisse, sinon ça ne marchera pas et mmh, ce que tu me dis, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que, au contraire, c'est en faisant, 70 heures par semaine et en te levant à 5 heures du matin, en étant complètement crevé, hem, qu'en fait, tu te mets que des bâtons dans les roues et que tu arriveras jamais à rien, mmh, ou en tout cas que tu arriveras pas aussi vite que d'autres. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin de cette espèce d'adversité et qui veulent se la créer, ou qui n'ont pas le choix parce qu'ils ont un boulot à côté ou parce que voilà. Mais, ouais, si on peut se l'éviter, c'est mieux. Je pense que c'est surtout ça, en fait. Si on peut se l'éviter, c'est mieux et c'est pas rédhibitoire. C'est-à-dire que c'est pas ouais, parce que tu l'as pas fait que tu peux pas réussir. C'est juste qu'il y a plein de chemins différents et il y a pas de loi absolue du succès ou de la réussite. Et je pense que exactement. c'est très pertinent, mais si je comprends bien, globalement, ce que tu me dis, c'est que pour gérer, une espèce d'ambivalence entre ambition et en même temps volonté d'être apaisé et pas forcément, dans une énergie de manque et de travail perpétuel, ce que tu recommandes globalement, c'est de changer la perception de ce que c'est un jour de repos et un jour de prise de recul, et de le percevoir comme un multiplicateur, plus que C'est comme, ça, une soustraction, en fait. exactement. Souvent, ouais, les gens, ils le voient comme une soustraction alors qu'en vrai, c'est plus un multiplicateur et c'est vraiment le voir comme ça et comme je dis, il y a aussi des périodes. Moi, par exemple, là, je suis dans une période où je bosse, quasi peut-être 8 12 heures en vrai, si je suis pas si je mens pas, je bosse peut-être 10 12 heures par jour là en ce moment. Mais je sais que ça ne va pas durer. Genre, je Mmh. sais que c'est qu'une période et qu'à un moment, boum, il y a des fois, je vais devoir ralentir le rythme, ou je sais que dans la semaine, de toute façon, j'ai toujours un jour où je suis très, très off et cetera, où je ne fais rien, Mmh. mon WhatsApp, tout est bloqué et cetera, tu vois? Mais c'est vraiment, juste trouver son rythme et savoir qu'il y a des périodes d'ordre et des périodes de chaos. Donc tu as des périodes où il faut que tu sois dans du chaos, dans vraiment tu fais ce que tu veux, tu as pas d'habitude, nin tu voilà, tu fais un peu ce que tu veux, tu te prends pas trop la tête, tu peux te coucher tard, enfin peu importe et tes périodes d'ordre où voilà, il faut se focus. Mais c'est juste après trouver ton rythme, tu vois? Genre par Ouais. exemple, tu as des Mathis Coué, tout ça, je crois que lui, c'est un peu lui son rythme, c'est quoi? C'est genre 2 mois, il travaille à mort et après il a 2 semaines de off, tu vois? Genre et en fait, peu importe ton niveau, tu as pas besoin d'être au niveau de Mathis Coué pour t'autoriser ça. Genre, ça fait partie intégrante en fait de ton succès, le repos et souvent les gens, ouais, le voient comme, soustraction alors que ça fait partie intégrante, tu vois? Et c'est ce qui va te permettre d'y arriver plus facilement et en paix aussi, tu vois? Et en bonne santé, surtout. C'était le fondateur de Finery dans le podcast, The Elevate, House qui disait que n'importe quel entrepreneur devrait se voir comme un sportif et si tu parles à n'importe quel sportif de haut niveau et même les meilleurs, je pense aux gens qui sont les plus obsédés par leur corps, je pense à des, Ouais. anciennement Kobe Bryant ou, plus actuellement, Cristiano Ronaldo, ce genre de profil, parlent du repos comme au moins, si ce n'est plus, aussi important que l'entraînement lui-même. Et je pense que, justement, dans cette volonté de se percevoir comme un sportif de l'entrepreneuriat, Mmh. effectivement, voir le repos comme un outil et comme, un accélérateur plus qu'une soustraction, c'est hyper pertinent et je pense que ça rend aussi plus heureux parce que bah, tu vois, beaucoup d'entrepreneurs, notamment du monde en ligne, sont très isolés, et s'isolent eux-mêmes Mmh. dans le travail
parce qu'on bah, quand tu es en ligne, tu travailles devant un ordinateur, et Ouais, tu passes ta oui, vie sur ton bureau, et justement se laisser ce temps libre-là pour aller marcher, voir des gens, écouter des gens qui sont pas du tout entrepreneurs et du coup changer ton niveau de ouais, conscience et ta perception du monde. Je trouve que c'est hyper pertinent, pour que justement quand tu retournes devant ton bureau, bah, tu as plein de matière, à ce que justement tu puisses, faire ça. Et deuxièmement, tu parlais de stoïcisme tout à l'heure, hem dans le podcast avec Louis, il y avait un autre point qu'on disait, c'est que le stoïcisme n'est applicable que dans une vie où il y a de l'action et du mouvement. C'est-à-dire que le stoïcisme, en général, on le voit comme les gens qui appliquent le stoïcisme, c'est des cailloux qui ressentent rien, alors qu'au contraire, c'est embrasser, l'émotion, embrasser, l'inattendu, et se dire justement: «Ah, c'était pas attendu. Attends, qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que je contrôle pas? Sur quoi est-ce que je vais me mmh, focaliser? Et comment est-ce que j'embrasse l'émotion pour que ça ne m'atteigne pas, mais qu'au contraire, ça me soit mmh, utile?» Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que du coup, pour vivre ces trucs-là, quand notamment tu es un entrepreneur du monde en ligne et que tu passes 80 heures par semaine, devant ton bureau à travailler, forcément qu'il y a des concepts du stoïcisme que tu pourras jamais appliquer. Parce que tu as pas le temps d'avoir de la ouais, vie sociale, tu as pas le temps de vivre des expériences qui étaient inattendues, et du coup, tu as pas le temps de t'entraîner mentalement et justement d'avoir cette quête-là. Et c'était un peu le sens de ma question sur, ambition versus paix. C'est justement à quel moment est-ce que tu trouves le temps de, heu, te laisser ouvert à l'inattendu et te laisser du temps pour travailler sur toi? Et du coup, tu as très bien répondu, mais ce que je suis chaud d'avoir, c'est du coup ton avis, peut-être pour un peu terminer et puis après je te poserai, 2-3 petites questions pour conclure, mais, c'est quoi ton avis justement sur cette perception-là du stoïcisme et même du travail sur soi, comme étant nécessairement dans le mouvement et dans l'action, dans l'inattendu? mmh. Je pense que, bah, là, ce que tu m'as partagé là, ça m'a ouvert aussi un autre niveau de conscience, au niveau de ma perception même du stoïcisme. C'est hyper intéressant. Je pense que c'est un truc, va falloir qu'aussi j'intègre, je vois et tout. Enfin, c'est hyper intéressant. Mais, du coup, ta question, c'est comment est-ce que je vois, en gros, ce que tu m'as partagé vis-à-vis du stoïcisme et dans le fait que, alors précisément, c'est quoi? C'est qu'en gros, tu as certains entrepreneurs qui vont être que dans le mouvement. Enfin, c'est que dans le mouvement, du coup, que tu peux après appliquer du coup non pas tu peux pas appliquer des principes sur le stoïcisme. Bah, C'était que dans c'est-à-dire le que quand mouvement tu et es quand comment dire? Quand tu te laisses pas l'opportunité de vivre des choses qui étaient inattendues, des choses qui sont oui, émotionnelles, des choses qui sont en fait pas ouais. du travail répétitif, et que du coup, tu es dans des zones d'incontrôle, hem, bah, tu te laisses pas l'opportunité de travailler sur toi. Peu importe que tu appliques le stoïcisme ou pas, mais en fait, tu es pas Mmh. ouvert de toute façon à travailler sur toi. Ouais, bah, en vrai, ça me parle beaucoup parce que du coup, ça revient, ouais, c'est ça, être dans une énergie en fait de contrôle. Mmh, Là où la vie te demande d'être dans une énergie de lâcher prise et c'est ça que mmh, j'appelle l'abondance, tu vois? En vrai, l'abondance, c'est le fait d'être dans le lâcher prise, c'est pas ne rien faire dans la matière, mais c'est être dans le mmh, lâcher prise vis-à-vis de ce qui t'arrive et plus tu vas être dans le contrôle sur tout ce qui t'arrive et pas chercher à accepter, plus en fait ton corps à un moment il va te le dire, hein. Moi récemment, je sais que j'étais au point où je ne pouvais même plus marcher, genre 10 mètres sans devoir m'asseoir par terre tellement j'avais mal au dos et tellement j'étais penché vraiment à 90 degrés parce que, bah, je m'étais pas écouté et donc là en octobre, novembre, décembre, laisse tomber mon corps comment tu physiquement le message que ça peut renvoyer, genre physiquement, il m'empêche même juste de marcher. C'est-à-dire que dans ma vie là, fallait que j'arrête en fait de continuer de vouloir avancer, avancer, avancer. Il fallait qu'en fait je me ressente parce que je commençais à me désaligner, sur pas mal de points et je m'écoutais plus et du coup mmh, mon corps à un moment il a lâché, tu vois? Et du coup ça m'a fait perdre quelque part entre parenthèses quelques mois, je pourrais le voir comme ça, mais surtout ça m'a appris du coup pas mal de choses. Notamment même vis-à-vis du repos, vis-à-vis de ce que je te partage là, parce que ça, je l'ai vraiment conscientisé là, réellement, maintenant, vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Parce que dans le basket, oui, c'est applicable, je comprends, mais dans l'entrepreneuriat, j'avais pas encore intégré, tu vois? Parce qu'on peut se dire, en fait, en vrai, tu sais, dans l'entrepreneuriat, tu es derrière ton PC. Donc en soi, tu taffes, nanana, mais tu sais, tu pas de souffrance physique et cetera qui nécessite du repos parce que tu sens des courbatures et tout. Non, tu en mode, c'est que ta tête, donc ça va. Sauf qu'en fait, c'est non, c'est tout aussi important. mmh, Parce que d'être dans ta tête, tu consommes plein les calories, et en fait, tu peux être dans une surcharge mentale qui après fait que, bah, en fait, tu en ça te off et si ça te off, c'est pas genre ça te off, 1 semaine, 2 semaines. Genre tu mmh, peux perdre 2 3 mois sur ton année ou 4 mois ou mmh, des fois 6 mois. Si genre tu fais un burn-out ou quelque chose comme ça et moi j'étais vers ça, hein, j'étais vers le burn-out et tout, c'était assez compliqué, hein, après de retrouver de la motivation donc non, pour revenir sur ta question, clairement pour moi, bah, les personnes qui vont être dans le contrôle et tout, ils s'empêchent de vivre quelque part aussi, bah, leur vie et bah, quelque part moi j'estime, après c'est ma croyance, qu'il y a une force, et enfin, plus grande que nous. Ça veut dire qu'il y a notre foi, mais il y a peu importe comment on l'appelle, la vie, l'univers, Dieu et cetera, il y a quelque chose qui est plus grand. Il faut accepter que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est pour une raison que ça arrive et que qu'est-ce que ça en fait,
toujours se poser la question: «Qu'est-ce que tu essaies de me transmettre comme message, comme leçon que je vais pouvoir du coup intégrer, appliquer pour aller encore plus haut?» Tu vois? Ouais. En fait, c'est toujours revenir à ça. Donc je sais pas si tu as répondu à la question. Ça y a très bien répondu et ça conclut, super bien nos échanges. Hem, on arrive, progressivement mais sûrement à la fin de ce podcast. Hem, pour conclure les podcasts, on pose toujours, 2 questions. Une première qui est relativement plutôt simple et deuxième qui va te demander peut-être un niveau de réflexion un peu plus important, et un Ouais, choix de mots, plus pertinent et donc du coup, je te laisserai peut-être plus le temps d'y répondre. La première, c'est dans le cadre de un petit peu tous les échanges qu'on vient d'avoir, de l'objectif du podcast que je t'ai donné, est-ce qu'il y a des gens autour de toi, dans les contacts que tu as, que tu pourrais rediriger, recommander, à ce podcast, que tu aimerais bien entendre sur des sujets comme ceux-là? Peut-être qu'on n'a pas suffisamment entendu, voire pas du tout, qui ont une image publique, mais qui parlent pas justement de ces côtés-là ou, heu, qui n'en parlent pas assez ou que tu aimerais encore plus entendre là-dessus. Est-ce que tu en as dans voilà, dans ton répertoire, dans ton entourage, 1 ou 2 ou plusieurs, auxquels tu penses là comme ça? 1re personne qui m'est venue, c'est Dylan. Du coup, celui qui OK, m'a carrément. transformé ma vie de ouf. Lui, il est très bon en plus orateur aussi, on a nous 2 cette force-là parce que de toute façon, on a la même psychologie innée, tu vois? En tout cas, de ce qu'on voit aujourd'hui, on est pareil sur énormément de choses. Donc lui, je vois Dylan, beaucoup. Je vois qui d'autre? Je pense que je dois avoir d'autres personnes, mais ouais, je vois déjà Dylan premièrement OK, et après, ouais, il y a peut-être moyen que j'ai peut-être une deuxième personne, mais il faudra que je me pose peut-être pour y réfléchir. Mais en tout cas, la première personne qui m'est venue là, c'est Dylan et OK, après quelle personne je pourrais venir qui a ce niveau de profondeur-là? J'avoue qu'en fait, la personne qui a le plus de profondeur que j'ai dans mes amis et dans mes proches, c'est vraiment Dylan. Après, il y a Matteo aussi qui est dans notre groupe de potes et cetera. Mais ouais, je dirais vraiment Dylan et peut-être, même Matteo en vrai, qui est lui pas un gros créateur de contenu ou quoi, qui commence et cetera, mais qui a un niveau de profondeur qui est dingue aussi et je pense que c'est 2 profils qui pourraient être super intéressants et dans cet univers-là de tout ce que vous partagez, ce serait du tout droit, hein, pour moi. OK. Super. Bah, écoute, on récupérera les les contacts après, mais en tout cas, top pour la Complètement. recommandation. Et deuxième question que je pose à tous les invités, mais la réponse est toujours différente. Hem, si tout ce que tu faisais, partageais, toutes les pièces de contenu, tous les éléments qui montrent, ta vulnérabilité et tout ton parcours, partagé en ligne disparaissaient demain et qu'il te restait là maintenant juste 60 secondes pour transmettre quelque chose, une trace de Nathan Rubini sur terre, qu'est-ce que tu dirais? Mmh, c'est une bonne question. Du coup, là, faut que je réponde un peu au tac au tac ou j'ai un temps de réflexion? Tu as un petit temps de réflexion. Mmh, je pense que je vais pas trop aller dans ma tête en vrai, je vais plus aller dans mon corps. Hem, je pense que ce qui me viendrait, ce serait, de cultiver cet amour, bah, déjà pour nous-mêmes. Donc vraiment comprendre qu'aujourd'hui, genre, on peut s'autoriser de l'amour, donc du repos ou des cadeaux ou quoi que ce soit et qu'on n'a pas besoin de faire pour être aimé ou pour s'autoriser de l'amour ou du repos. Là où on a tendance souvent à se dire: «Ah une fois que j'atteindrai ça, je m'autoriserai ça ou nanana». Non, aujourd'hui, fais-toi un petit cadeau sans mettre de pourquoi derrière. Ça, c'est moi une leçon que j'ai eue, ces derniers mois qui m'a beaucoup parlé, beaucoup touché et c'est autorisez-vous surtout à être, vous-même et si ça vient déranger des personnes, il y a des personnes qui sont jalouses ou qui vous critiquent ou quoi, c'est que ça vient si vous êtes dans le respect, dans la bienveillance, c'est que ça vient juste, bah, déranger des petites choses en eux, tu vois? Et la réalité de la chose, c'est que ouais, c'est ça, c'est ta présence ou le fait que tu te montres sur les réseaux et cetera vient juste, leur, faire remonter des insécurités chez eux, qui font que, bah, du coup, ils vont vouloir un peu, entre parenthèses, «t'éteindre» ou quoi que ce soit, jusqu'à ce que ça marche et qu'après, finalement, ils t'admirent et qu'ils te demandent comment tu as fait. Mais ouais, pour finir, ce serait croyez en vous, faites ce qui est aligné à vous, challengez-vous quotidiennement et tout, mais surtout, ouais, écoutez votre corps et la santé, c'est plus important que tout. Je mélange un peu tous les sujets, mais la santé avant tout, vraiment, parce que sans santé, en fait, vous allez nulle part et c'est pas l'argent qui vous guérira en vrai de vrai. Donc voilà, je finirai sur ça. Vraiment alignement, paix, amour
et joie, kiffer, genre soyez des enfants à vie, genre restez des enfants à l'intérieur de vous et soyez des enfants, en fait, c'est tout. Génial. Merci beaucoup Nathan d'être venu. C'était Nathan dans le podcast, Deep Talks. Merci beaucoup d'être venu. C'était, hyper riche, hyper profond, hyper intéressant. Avec plaisir, c'était un très grand plaisir pour moi de venir et question super pertinente. J'ai kiffé de ouf et ouais, c'était magnifique. J'ai adoré, merci pour l'invitation.